Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et oui, comme tous les jeudis soirs à 21 h, nous sommes avec Alexandre Simoneau qui est cadre du Parti de la France en tant que membre du bureau politique, ainsi que conseiller municipal de Taverny. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Merci d'être de retour parmi nous. Vous aviez eu pour le bilan de l'année 2022. Là, vous vous retrouvez en 2023 pour parler de Pierre Palmade. Et oui, Palmacho, vous aurez compris peut-être le jeu de mots avec la série de sketch Palmacho. Et pour ce faire, nous avons également avec nous Jonathan Sturel. Jonathan Sturel, bien sûr, la délégation des siècles. Vous êtes habitué également à l'émission. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Alexandre et bonsoir à ceux qui nous écoutent et merci pour cette nouvelle invitation. Nous vous remercions également d'avoir accepté, vous en devenez presque un chroniqueur d'ailleurs, à force d'être là. Bon, c'est pas chez TPMP, mais on est plus libre, on va dire, ici. C'est quand même déjà pas mal. Et nous vous rappelons que nous sommes toujours sous le coup de la loi, ça n'a pas changé, donc on devra faire attention à ne pas dire des choses illégales pour ne pas se retrouver en justice. Et également, seconde règle très importante, bien appuyer sur son micro quand on souhaite s'exprimer, et bien réappuyer dessus de nouveau quand on souhaite ne plus s'exprimer. Vous pouvez bien sûr rebondir sur les réponses de l'un et de l'autre. Chers invités, je vous invite bien sûr à être loquaces. Comme d'habitude, je suis toujours très généraliste pour mes premières questions. Pierre Palmade. Pierre Palmade, la chose qui revient le plus souvent, je vois sur les réseaux sociaux, c'est le choc qu'a visiblement la masse quand elle constate la décadence de tout ce qu'on a découvert. Donc on rappelle la remise en contexte. Pierre Palmade, sous l'effet de la cocaïne, a eu un accident de voiture. Enquête policière oblige. On a découvert énormément de choses à son sujet dont on parlera plus en détail plus tard. Et la masse semble étonnée de voir la décadence de cet homme du showbiz qui est quand même très important dans le milieu. Est-ce que la masse semble ne pas connaître ce qui se passe dans le showbiz? Jonathan Sturel, est-ce que ça vous étonne quand je vous apprends que le showbiz est un milieu décadent? Je suis totalement, enfin les bras m'en sont tombés lorsque je l'ai appris, parce que j'étais loin de me douter que le showbiz était à ce point gangréné, parce que quand je les vois à la télévision, tous ces braves gens, ils ont toujours de grands sourires et ils ont toujours de belles paroles lorsqu'ils font des concerts de charité, etc. Et donc pour moi, c'était forcément des gens bien, peut-être, voire même des anges sur Terre. Et là, j'apprends que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a parmi les anges un certain nombre de démons. Et je l'ai appris à l'occasion de l'affaire Palmade, donc les bras m'en sont tombés. Plus sérieusement, ça pourrait surprendre les gens de nous entendre parler de Palmade, du fait divers Palmade, etc. Nous autres qui sommes normalement habitués à commenter les grandes choses de la politique sérieuse et profonde. Mais en fait, parler de Palmade, c'est pas du tout s'abaisser à faire la rubrique des chiens écrasés ou la rubrique People, comme on l'appelle, puisque ce fait divers, comme on l'appelle, puisque c'est comme ça qu'on est censé appeler les choses qui se produisent de manière anecdotique. On pourrait appeler ça plutôt les chroniques du désastre, en fait. Et chaque fois que quelque chose se passe, ça nous dit quelque chose de plus sur le désastre que l'on est en train de vivre et auquel on est en train d'assister dans notre pays. Donc, commenter les chroniques du désastre, ce n'est pas donc s'abaisser à faire du commentaire, de commentaire, de commentaire. C'est essayer de comprendre pourquoi le désastre et comment la société produite et fabriquée par nos adversaires a pu créer des monstres pareils, des anomalies sociales et humaines pareilles, et c'est ce dont on va parler plus tard. Pour répondre à votre question plus directement et sans détour, je n'ai évidemment pas été surpris d'apprendre que le showbiz est gangréné puisque c'est un secret de polichinelle et tout le monde le sait. Et la première chose que je dirais à propos de Pierre Palmade tout particulièrement, c'est qu'il a trahi son État. Ce que je veux dire par là, c'est que nous autres, les hommes de droite ou les hommes enracinés, nous savons qu'une société ou une cité avec un C majuscule fonctionne lorsque chacun y joue un rôle et qu'il le joue correctement. Il faut des gens qui travaillent, il faut des gens qui divertissent, il faut des gens qui fassent du sérieux, il faut des gens qui fassent du léger. C'est l'équilibre entre ce que chacun fait qui permet à un équilibre savamment trouvé évidemment, qui permet à la société de fonctionner correctement. Et il s'avère que l'état de Pierre Palmade, c'était celui d'humoriste. C'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais ça fait des siècles que ça existe. On a appelé ça, des troubadours, des bouffons, et cetera. Enfin, c'est des gens qui font profession de nous faire rire et de nous mettre un peu de baume au cœur et de nous permettre, grâce aux blagues qu'ils nous font et à la bonne humeur qu'ils véhiculent, de nous faire oublier les tracas de la vie qui sont effectivement, très nombreux.
Et Pierre Palmade avait fait profession d'humoriste. Il s'est fait connaître pour ça, il a voulu être connaître pour ça, il a fait le nécessaire pour ça, la profession l'a accepté pour ça, et donc son état dans la cité, c'était de nous faire rire et donc d'être un personnage plutôt positif et plutôt favorable au bien-être et à la légèreté de ses concitoyens. Et lorsque je dis qu'il a trahi cet état, c'est parce qu'on découvre qu'en réalité, derrière le masque de l'humoriste léger qui est censé nous mettre du baume au cœur et nous faire rire, se cache une espèce de, effectivement, je vais faire attention aux mots que j'utilise parce que nous sommes sous le coup de la loi, une espèce oui, de monstre, malgré tout, je vais le dire, qui participe à des orgies sexuelles de nature assez particulière, qui consomme de la drogue manifestement en quantité industrielle, qui provoque des accidents qui détruisent des familles. Et on découvre maintenant, puisque c'est sorti de manière assez officielle maintenant dans la presse, qu'il y a la possibilité qu'on ait retrouvé sur ses ordinateurs personnels, et donc là, ce n'est plus de la rumeur, des vidéos à caractère, enfin, du contenu, de manière générale, à caractère pédopornographique, ce qui me permet de rappeler que la déviance attire la dérive et qu'on commence déviant et on finit à la dérive. On commence par ne plus se satisfaire d'une sexualité conventionnelle, pour l'appeler comme ça, donc on cherche d'autres genres de sexualité et comme avec la drogue, d'abord une cigarette, puis ça ne suffit plus. Alors on passe au joint, puis ça ne suffit plus, puis aux pilules d'ecstasy, puis ça ne suffit plus, et puis à la cocaïne. Et on va toujours chercher quelque chose de plus en plus fort parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. J'ai l'impression que dans le domaine de la déviance sexuelle, c'est un peu ça. D'abord un partenaire, puis ça ne suffit plus, donc c'est deux en même temps, puis trois, puis c'est une orgie, et puis on cherche de nouvelles sensations et on finit dans la pédopornographie. C'est pourquoi nous avons raison, nous autres, les hommes de droiture, de vouloir que la société soit saine et que ces éléments soient encadrés. Dès lors qu'ils ne le sont plus, ça produit des pierres palmades. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il a trahi son état, parce que normalement, la fonction sociale de Pierre Palmade dans la cité, c'était d'être un bon gars, et on s'avère qu'en réalité, c'est une crevure. Donc, de ce point de vue-là, il a trahi son état et donc il a trahi le public. C'est la première chose que je voulais dire à son sujet et j'en dirai d'autres après. Là, je coupe mon micro pour faire circuler la parole. Très bien, donc je laisse Alexandre Simoneau s'il le souhaite compléter. Et d'ailleurs, ma question sera un petit peu la même. Est-ce que vous êtes étonné d'apprendre la décadence et la déviance que Pierre Palmade a eu tout au cours de sa vie et qu'il continue à avoir? Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que dans un pays comme la France, cela fait 15 jours et 15 nuits que l'on ne parle que de ça. Bon, Pierre Palmade n'a jamais caché ses penchants, ses idées. J'ai redécouvert un article amusant qui a justement bientôt 10 ans jour pour jour, parce que c'est un article qui date du 9 mars 2013, où on apprend que Pierre Palmade faisait exprès d'arriver une demi-heure en retard chez RTL pour ne pas croiser Jean-Marie Le Pen. Je trouvais ça drôle, mais on est habitué à ce comportement. On avait vu aussi Sophie Marceau euh, euh, partir précipitamment de chez TF1 parce qu'elle avait appris qu'elle interviendrait après Jean-Marie Le Pen dans le même journal de TF1. Ces gens-là du showbiz ont toujours un comportement un petit peu original. Ils essaient de faire un peu parler d'eux en réagissant de manière un peu spéciale. Palmade, il a 54 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 54 ans? Il s'est passé une révolution des mœurs, une révolution sociale qui est mai 68. Et je crois que Palmade, il est à la fois un enfant de mai 68, un produit de mai 68 et une victime de mai 68. Je n'irai pas le traiter de crevure, je n'irai pas l'insulter, je n'irai pas l'accabler. Je crois qu'il est avant tout un malade. Je crois qu'il est avant tout un malade qui n'a pas été traité, qui n'a pas été suivi, qui n'a pas été soigné. Je pense que son entourage, qui est fait de grandes vedettes, de people, comme on dit, même si on s'est promis, Alexandre et moi, de ne pas employer l'anglais, je pense que son entourage ne l'a pas encouragé, parce que c'est un homme qui a été tout le temps mis euh, à l'honneur, sous les projecteurs, devant les caméras, et derrière ça, derrière son masque, bah oui, il y avait surtout un homme qui souffrait d'une grave maladie qui s'appelle la drogue. Et quand on prend des drogues comme celle qu'il a l'air de consommer, j'en sais rien, moi je ne suis pas dans ses narines, parce qu'apparemment c'est par là que ça se passe. Oui, effectivement, on peut aller à toutes sortes de déviances, mais quand j'ai parlé de mai 68, c'était qu'est-ce que ça a été? C'était faites l'amour, pas la guerre. C'est un débritage total de toutes
de toutes les valeurs. C'est comme ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est que voilà, c'est l'hypersexualité à outrance, c'est du tout et n'importe quoi. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on ira tous au paradis. Et à partir de là, ben, c'est la porte ouverte à tous les abus. Il n'y a plus d'interdit, ni Dieu ni maître, ni foi ni loi. Et on arrive à ce qu'un vendredi, vers 19 heures, sur une route de campagne, une voiture quitte sa voie naturelle pour aller voilà, pour aller s'engloutir face à une voiture remplie d'innocents qui n'avaient strictement rien fait. Et c'est voilà, c'est une conséquence de se laisser aller général, de ce Jean Foutisme général. Euh, c'est Palmade, il n'est que la partie immergée de l'iceberg de cette. Il n'y a pas que le showbiz, il y a le milieu des affaires, il y a le milieu de même l'Église elle-même est gangrénée de gens infiltrés qui sont tous plus ou moins pourris les uns que les autres. C'est le fruit de notre société. Merci beaucoup Alexandre Simoneau pour votre réponse à cette question. Et oui, concernant la drogue, on peut apprendre d'ailleurs, si on en croit son Wikipédia, qu'il a été déjà condamné en 1995, ça date pas d'hier, et qu'il serait accro à la cocaïne depuis ses 20 ans, alors qu'il en a 54, hein, je rappelle, ça fait quand même 34 ans. Comment vous expliquez, par exemple, Jonathan Sturel, que son milieu, que son entourage n'ait pas essayé de le sortir de cette addiction, parce que vous savez à quel point c'est une addiction destructrice. Comment ça se fait qu'il est encore enfermé dans cette drogue après 34 ans de consommation? Bah, déjà, on ne sait pas s'il a pas des proches qui vont essayer de l'en sortir. On peut supposer que des proches ont essayé et peut-être qu'ils ont échoué, mais qui sont les proches de Pierre Palmade? Manifestement, vu les fréquentations qu'il avait, j'ai pas l'impression qu'il y avait dans son entourage des gens, très soucieux de l'en sortir, puisque par définition, il y avait dans son entourage, bah, ses revendeurs. Et lorsque vous êtes, le revendeur de drogue d'un drogué, vous n'avez pas envie qu'il s'arrête, hein. Le buraliste n'a pas envie que vous arrêtiez de fumer. Et il fréquentait qui aussi? Parce qu'on s'imagine que depuis le temps qu'il était dans ses déviances, il avait pris, le soin, de s'organiser et d'organiser sa vie de manière à pouvoir assouvir ses déviances. Donc il s'était, de toute évidence, entouré de gens capables de lui permettre d'assouvir ses déviances, donc des revendeurs de drogue, des partouzards, ce genre de choses. Donc évidemment pas des gens de très bonne fréquentation. Ce qui nous permet de rappeler au passage, pour ceux qui ont des enfants ou qui s'apprêtent à en avoir ou qui en auront un jour, que les fréquentations que nous avons à n'importe quel âge de la vie vont, dans une certaine mesure, déterminer le comportement que nous aurons en société. De mauvaises fréquentations ont plus de chances de faire de nous un mauvais citoyen ou un mauvais sujet ou un mauvais être humain ou un mauvais chrétien, que si nous sommes entourés de gens, qui sont réellement bienveillants et qui ne sont pas des malfrats et cetera. Donc, je ne saurais pas expliquer, autrement pourquoi, Pierre Palmade ne s'en est jamais sorti, mais on disait tout à l'heure que le showbiz était un panier de crabes où, la drogue circule, de manière assez libre et décomplexée. Entre autres parce que l'artiste, celui qu'on appelle l'artiste de nos jours, a été érigé en modèle quasi divin dans nos sociétés, où le mec, dès l'instant qu'il est un peu connu, s'imagine qu'il est au-dessus des lois, en tout cas qu'il est au-dessus de la normalité du gueux, et donc que lui peut se permettre de faire des choses interdites au commun des mortels, et notamment braver certains interdits et certains tabous, notamment la drogue. Donc s'il est dans un milieu où ce genre d'options idéologiques, à pignon sur rue, il n'est pas étonnant qu'il soit entouré de gens qui n'aient pas cherché à l'en sortir, même si aujourd'hui, évidemment, comme par hasard, on a tout un tas de témoins qui sortent de l'ombre pour dire: «Mais oui, Pierre Palmade, on en avait déjà parlé, j'avais essayé d'en sortir. Oui, oui, j'avais vu les vidéos pédopornographiques sur». Voilà, donc tout le monde savait tout autour de lui, mais personne n'avait jamais rien dit. Évidemment, je n'accorde pas beaucoup de crédit à ceux qui sont toujours les sauveteurs de la 25e heure. Mais sinon, voilà, je ne sais pas pourquoi Pierre Palmade, n'a pas été sorti de cette situation, mais je peux comprendre, comment il est tombé dedans. En partie, ça n'explique pas tout, c'est évidemment multifactoriel, mais en partie, pour une question d'entourage et c'est ce que je disais, faites très attention aux gens qui vous entourent, choisissez bien les gens qui vous entourent, parce que même si vous prétendez pouvoir contrôler les abus de certains, il y a toujours un moment où quelqu'un va vous emporter dans sa chute, quelqu'un qui va faire une bêtise un peu trop grosse et vous aurez été vu avec lui ce soir-là ou la veille et donc vous allez vous retrouver dans des situations, même si vous n'y êtes pour rien, c'est toujours très inconfortable de devoir passer, 24 ou 48 heures en garde à vue
parce que la police vous soupçonne d'être le complice de votre ami malfrat, même si vous n'y êtes pour rien, ce sont des moments désagréables. Faites vraiment très attention. Veillez à ne pas avoir de Pierre Palmade autour de vous et ni aucun autre équivalent de Pierre Palmade. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est l'occasion, c'est pour ça que je disais que c'est intéressant de parler de toute cette affaire, parce que tout dans cette affaire nous permet d'apporter un petit peu de morale et de direction politique à la société dans laquelle nous vivons. Pierre Palmade était une personne peu recommandable, entourée par des gens peu recommandables, et il y a fort à parier que c'est parce qu'il s'était entouré de ce genre d'individus dès son plus jeune âge qu'il a sombré. Donc la leçon politique que nous, on en tire, la leçon morale, éthique que nous, on en tire et que l'on fait circuler pour nos concitoyens de qui nous voulons le bien, c'est faites très attention à qui vous vous entourez. De qui vous vous entourez, pardon. Très bien, faites attention de qui vous vous entourez. Merci pour ce conseil, Jonathan Sturel. Une question que je vais vous poser à vous deux, parce que ça me paraît assez important et complètement hallucinant d'ailleurs, c'est que Libération encore eux, avait fait scandale. Bah, de toute façon, on va parler de pédopornographie après, donc bon, Libération, on est dans le thème déjà, on va dire que c'est la transition. Libération avait parlé de l'accident, parce qu'il fait important de revenir là-dessus, étant donné que c'était la base, l'origine de tout, l'accident où il y a eu un fœtus donc de 6 à 7 mois qui est décédé suite à cela. Libération a dit que ça allait à l'encontre de la jurisprudence et de la Cour de cassation de le poursuivre pour homicide involontaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela considère que ce fœtus, est-ce que cela veut dire pardon que ce fœtus n'est pas considéré encore comme un être vivant? Voilà, Alexandre Simoneau tout d'abord. c'est le système qui est pris à son propre piège, parce que d'un côté, on a cessé d'allonger le délai de ce qu'ils appellent l'IVG pour pas appeler ça l'avortement, parce que l'IVG, ça fait plus sauf d'un côté, on vous explique que non, 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 l'avortement ça n'a absolument pas le meurtre d'une personne humaine, que l'embryon, le fœtus ne sont pas des êtres humains. Mais là, soudainement, Pierre Palmade a un accident de voiture qui pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Je veux dire, bon, certes, il avait consommé de la coke, mais des milliers de personnes ont chaque jour dans le monde des accidents de voiture sans rien avoir consommé. L'erreur humaine existe. Bref, et il a fallu soudainement, Pierre Palmade, occasionne, cet accident qui occasionne, une maman enceinte qui est obligée de recourir à une césarienne d'urgence et le bébé est mort. Et là, soudainement, c'est un être humain qui disparaît. Alors il faudrait savoir quel est le statut de l'être conçu. Je vais faire un peu de latin, mais au moins c'est pas de l'anglais, mais le principe du droit romain était très simple. In fans conceptus pro nato habitur, de quoties volis adjetur. Ça veut dire que l'enfant conçu est réputé pour né dès lors qu'il y va de son intérêt. Et l'intérêt de l'enfant conçu, bien évidemment, son premier intérêt, c'est de vivre. Et là, le système, Libération est vraiment un des organes, un des piliers de la presse du système. Ah bah oui, vous ne pouvez pas parler d'homicide parce que, au fond, ça n'est qu'un bébé. Bah oui, mais alors, à partir de quand ça devient un bébé? C'est à partir de quel jour? C'est à partir de quelle heure? De quelle seconde? Qu'est-ce qui détermine que il y a, 1 heure, donc il était 20h20, je n'étais pas un bébé et à 21h20, on en est un. C'est voilà, c'est le système qui est pris à son propre piège. Bien évidemment, involontairement, mais volontairement parce qu'il a pris de la drogue, il a occasionné la mort d'un enfant, d'un être humain. Ça, c'est évident et il a bousillé la vie attention, hein, parce qu'il y a 3 il y a la maman, le pap son beau-frère, je crois, et il y a le petit garçon de 6 ans. Alors lui, il l'a pas tué, mais il l'a quand même il lui a pourri sa vie. C'est un petit garçon qui a la mâchoire, fracturée et qui va en souffrir toute sa vie, qui aura du mal à se nourrir, qui aura du mal à parler, enfin sa vie est brisée. Voilà, c'est monstrueux cette histoire. Merci Alexandre Simoneau pour votre réponse. Et du coup, je vais retourner cette question à Jonathan Sturel. Voilà, est-ce que je trouve ça normal, par exemple, que Libération explique que ça va à l'encontre du droit français? Est-ce que le droit français est à remettre en cause, que le fait de tuer un fœtus de 7 ans, même involontairement, ne peut pas être poursuivi pour homicide involontaire? En fait, notre camarade Alexandre a utilisé une expression qui est tout à propos et à point nommé, c'est que le système est pris à son propre piège. Lorsque le système veut commenter l'affaire Palmade et lorsque le système médiatique veut le commenter, on connaît les habitudes du système médiatique et la volonté des journalistes de vouloir toujours
faire dans le sensationnel. Donc évidemment, lorsque vous commentez un fait aussi tragique que cet accident, c'est plus sensationnel pour le journaliste de base de dire, «L'accident a coûté la vie du bébé», que de dire, du fœtus, par exemple. Lorsqu'ils ont besoin de faire du sensationnel, ce qu'ils considèrent tout au long de l'année comme étant un amas cellulaire ou un fœtus devient subitement un bébé, pour vendre du papier. La réalité, c'est que Libération, au moins, est un peu plus cohérent avec, sa propre ligne, qui est de considérer qu'on n'est pas un être humain tant qu'on n'est pas né. En cela, j'ai l'impression que les défenseurs de l'avortement, jusqu'à son terme, sont comme saint Thomas. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Et tant que la femme n'a pas accouché, tant qu'ils n'ont pas vu de leurs yeux vu que c'est bien un bébé qui était dans le ventre et que c'est bien d'un bébé dont elle a accouché, ils n'en sont pas encore certains. Comme si ce qu'elle avait dans le ventre pouvait encore, jusqu'au dernier moment, être autre chose qu'un bébé. Il faut qu'ils voient le bébé sortir pour dire: «Oui, bon, d'accord, effectivement, c'était bien un bébé qu'elle attendait». C'est évidemment du délire total, mais le système est obligé de considérer que ce qui est dans le ventre de la mère n'est pas un bébé, puisque l'avortement est légal en France. Donc si ce que Pierre Palmade a fait, c'est un homicide, ça veut dire que chaque fois qu'un médecin pratique un avortement, il pratique un homicide. Si on reconnaît dans le droit la qualité humaine de l'enfant qui est dans le ventre de la mère, ça veut dire que lorsque le médecin pratique l'avortement, il pratique un homicide. Et c'est évidemment une position intenable pour le système qui est maintenant obligé, maintenant qu'il a promu l'avortement, de maintenir la position selon laquelle ce n'est pas un bébé et c'est pour cela qu'on peut l'avorter. Dès l'instant qu'il dirait oui, c'est effectivement un bébé, ça deviendrait compliqué pour le système puisque ça voudrait dire oui, c'est un bébé, mais oui, on peut l'avorter, ce qui est quand même beaucoup plus difficile à assumer. Ça me rappelle ce petit mot, «trait d'esprit» que j'avais diffusé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Est-ce que vous avez déjà entendu dans votre vie, quelqu'un dire à une femme enceinte: «Ah mais madame, vous attendez un fœtus» ou alors, «Mais madame, vous attendez un amas cellulaire»? Ou est-ce que vous avez déjà entendu une femme enceinte dire, «Oui, j'attends un fœtus»? Personne ne dit ça. Lorsque vous voyez une femme enceinte, vous lui dites: «Vous attendez un bébé, un garçon, fille?» La femme en question dit: «Oui, j'attends un bébé». On ne parle que de bébé en réalité. Tout le monde sait, tout le monde sait que c'est un bébé dans le ventre de la mère, mais les idéologues tournent autour du pot, inventent des concepts pour nous dire que c'est pas tout à fait, un bébé, sans jamais nous dire à partir de quand c'en est un et pourquoi l'avortement jusqu'à tant de semaines et pourquoi pas après? Est-ce qu'il y a une sorte de transsubstantiation à l'intérieur du ventre où la masse cellulaire, d'une heure à l'autre, comme disait notre camarade Alexandre, devient un bébé, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc c'est très intéressant de voir le système aujourd'hui se démener, ne pas savoir s'il faut, qualifier, le crime de Pierre Palmade d'homicide ou de rien du tout, puisque, comme dit Libération, le fœtus n'existe pas en droit, hein, évidemment, et cetera. Donc, c'est effectivement, très intéressant à observer, mais ça nous permet de rappeler que nous, nous sommes comme saint Thomas, effectivement, nous croyons ce que nous voyons, mais même lorsque nous n'avons pas encore vu, de nos yeux vus, que c'était un bébé dans le ventre de la mère, nous savons déjà que c'en est un et nous n'avons pas besoin d'attendre sur la table d'accouchement de le voir pour dire effectivement: «Ah bah, c'en était un, on n'était pas sûr». Pendant 9 mois, on se posait la question, de quoi va-t-elle accoucher? Est-ce que ce sera d'un bébé comme le disent les réactionnaires catholiques? Ou est-ce que ce sera, d'un ballon de basket? Peut-être qu'elle va, accoucher, d'un pack de Vittel, on ne sait pas, Non, tout le monde sait que c'est un bébé, qu'elle va accoucher d'un bébé, que c'est un être humain et ce que Pierre Palmade a interrompu, c'est la vie d'un bébé qui était, en cours de se créer, dans le ventre de sa mère. Donc pour moi, c'est évidemment un homicide. C'est l'un des crimes, l'un des aspects criminels de cette affaire puisqu'effectivement il a rendu, des gens maintenant handicapés à vie, le gosse est défiguré, le beau-frère ou je ne sais plus qui est encore dans le coma, multi-opéré parce que multifracturé et cetera. Tout ça par la faute de Pierre Palmade et donc par la faute de la société qui a créé et qui a fabriqué Pierre Palmade et je pense que ce sera, l'étape prochaine de notre discussion, de nous demander, après avoir constaté l'existence de Pierre Palmade, comment l'existence de Pierre Palmade est possible? Qu'est-ce qui permet que des individus de cette nature, qui sont très nombreux et beaucoup trop nombreux, puissent exister? Qu'est-ce qui les crée? Qu'est-ce qui les rend possibles? Qu'est-ce qui les façonne? C'est, la question à laquelle je me permettrai de répondre une fois que j'aurai laissé la parole à notre camarade Alexandre. Je coupe. Bah, Oui, ce qui écoutez, est très intéressant ah dans cette bah, affaire-là, allez-y Alexandre. c'est qu'on a l'impression que tout est fait, pour comment dirais-je? Pour le pourrir encore plus qu'il n'est pourri, pour le salir encore plus qu'il n'est sali, pour l'enfoncer encore plus qu'il ne l'est et je reste très, très prudent, même si je me fais pas d'illusions, mais
je reste très, très prudent, vis-à-vis de la deuxième affaire Palmade. Parce qu'il y a l'affaire de l'accident, bon, personne ne peut la nier évidemment. Il a eu lieu, dans les conditions, les circonstances dramatiques que l'on sait et avec les conséquences que l'on sait. Mais soudainement, cette personne qui téléphone à la police pour dire: «Oui, j'ai une vidéo de Palmade», qui lui-même regarde une vidéo, cette espèce de soudaine, de cette précipitation pour passer directement d'une affaire, routière, d'un délit routier à cette affaire, pédopornographie. Je me demande si le système, ne couvrait pas déjà Palmade. Est-ce qu'on ne risquait pas de découvrir d'autres choses derrière Palmade? Il était étonnant d'ailleurs que sa résidence ait été, comme par hasard, cambriolée le lendemain de l'accident. Est-ce que cette précipitation à faire éclater une deuxième affaire Palmade n'a pas pour but, de le faire, en tout cas disparaître du champ, politico, médiatique, parce que peut-être il pourrait révéler des choses sur les uns, sur les autres. Et on l'a dit, il est du showbiz depuis de très nombreuses années, il connaît de très nombreuses personnes, il a donc dans le showbiz, il fréquente pas que le showbiz. Il fréquente des magistrats, il fréquente des avocats, il fréquente des hommes d'affaires, il fréquente des gens du monde entier. Est-ce que cette deuxième affaire Palma n'a pas pour but de le précipiter encore plus rapidement, dans une prison pour le faire taire? Je me pose des questions. Évidemment, c'est une spéculation tout à fait possible et qui n'est pas incohérente. Je pense pas qu'on aura la réponse un jour, honnêtement, parce que s'il est évincé, bon, bah, on ne saura pas si c'était volontaire, prémédité. Mais justement, ça me fait penser à. Parce que du coup, je vais poser la question que Jonathan Sturel souhaite que je lui pose, évidemment. Mais cette histoire de quelqu'un très haut placé dans le show business, d'un ultra riche qui a énormément de comportements déviants et décadents, ça me rappelle aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire avec Harvey Weinstein, qui était le Qui président vient de d'être condamné, Miramax. hein, qui a été Oui, condamné il y a même pas 1 heure à 16 ans de prison pour viol. bah, justement, ça tombe à pic pour l'émission. Voilà. Ils ont fait exprès, Euh, ils savaient qu'il y avait le forum du PDF ce soir. Il y avait pas un petit PDF, donc ils sont dépêchés de juger l'affaire aux États-Unis. Euh, Pardon, excuse-moi. Mais oui, c'est vrai, 16 ans pour viol et agression sexuelle sur une mannequin européenne en 2013, donc il y a 10 ans. Donc cette histoire va me permettre de faire la transition pour poser la question à Jonathan Sturel, celle qu'il souhaitait justement. Comment ça se fait que le système laisse prospérer des personnes qui ont une énorme influence aussi bien dans la masse que dans les hautes sphères? Comment ça se fait que ces personnes sont laissées prospérer? Jonathan Sturel, vous avez la parole. Bon, en fait, le milieu en lui-même pratique l'entre-soi, mais en fait, tous les milieux qui pratiquent l'entre-soi, se couvrent. Parce que tout le monde se connaît dans ce milieu-là et généralement tout le monde se tient. Tout le monde a des dossiers sur les autres. Tout le monde a participé à une partouze un peu bizarre avec tel autre et donc chacun sait que s'il ouvre un peu trop sa bouche et bien tel autre pourra en dire autant sur lui dans les médias et à l'heure des réseaux sociaux, je vous en parle même pas, c'est encore pire, c'est-à-dire que d'une minute à l'autre, vous pouvez lancer toutes les rumeurs que vous voulez sur quiconque. Donc c'est le phénomène de l'entre-soi, mais le problème du phénomène de l'entre-soi du monde du showbiz, c'est qu'il s'ajoute au fait que, comme je disais tout à l'heure, nous avons déifié les artistes et le showbiz. Et on constate, c'est l'histoire qui nous l'enseigne, que chaque fois qu'un groupe d'individus, une communauté d'individus est érigée au-dessus du commun des mortels, les membres qui composent ce groupe s'imaginent au-dessus des lois qui régissent le commun des mortels. On l'a vu, avec, l'aristocratie vieillissante et pourrissante d'Ancien Régime, où ils continuaient d'interdire à leurs gueux, ce qu'eux-mêmes ils s'autorisaient à faire. Parce qu'ils s'étaient mis dans la tête qu'ils n'étaient pas du commun des mortels et que donc eux pouvaient prétendre à des largesses interdites aux autres. Notre époque, l'époque d'aujourd'hui, alors il n'y a plus l'aristocratie, dont je viens de parler, mais il y a d'autres catégories de personnes que l'on a érigées au rang de semi-dieux et ce sont les artistes, ceux du showbiz. Alors évidemment, c'est un anglicisme, mais je l'utilise à dessein pour, dénoncer le caractère justement un peu crapuleux, un peu friqueux, de ce milieu-là. Je ne veux pas confondre le milieu artistique authentique avec de véritables artistes pour qui l'art est un véritable sacerdoce et qui se vouent corps et âme, à leurs œuvres. L'écrivain qui est sur sa planche de travail, tout le temps,
l'artiste peintre ou le sculpteur qui est dans son atelier tout le temps. Voilà les véritables artistes. Ce que j'appelle le showbiz, c'est ceux que le système appelle des artistes, mais qui ne sont pas des artistes pour moi, puisqu'en réalité, peut-être 5 ou 10 de leur temps est consacré à la réalisation de leur art, leur prétendu art, que ce soit des spectacles, des films, etc. Et le reste du temps, ce sont des mondanités, ce sont des fêtes, des orgies, etc. Bon, en tout cas, notre époque a décidé que cette catégorie d'individus méritait d'être déifiée. Et vous voyez comme on se comporte lorsque l'on voit dans la rue quelqu'un de connu, on a l'impression d'avoir touché un demi-dieu. J'imagine que un citoyen de la Grèce antique, s'il voyait devant lui le dieu de la guerre en personne, il ne serait pas plus émoustillé que un citoyen d'aujourd'hui lorsqu'il rencontre Aya Nakamura dans la rue, en réalité. Ces artistes du showbiz, ce sont les nouveaux dieux. Et donc, on a créé les conditions pour que cet entre-soi se révèle être ce qu'il est, c'est-à-dire une engeance qui est convaincue d'avoir des droits supérieurs à la plèbe, parce que précisément la plèbe les a déifiés. Encore une leçon que l'on peut tirer de l'affaire Palmade. Les gens qui ne méritent pas d'être déifiés, d'ailleurs personne ne mérite de l'être, puisque personne n'est à l'égal de Dieu, mais des gens qui ne méritent pas d'être mis sur un piédestal ne doivent absolument pas l'être. Il y a des gens qui méritent d'être mis sur un piédestal, mais qui ne le sont pas mis. Ça peut être le sapeur-pompier qui a fait sa carrière dans les pompiers à côté de chez vous, qui a sauvé au cours de sa carrière 20, 30, 40, 50 personnes. Il aura sauvé la vie véritablement. Voilà un véritable héros du quotidien et voilà devant qui nous pouvons légitimement et raisonnablement nous incliner. Mais dès l'instant qu'on décide que ceux en direction de qui nous devons nous incliner, ce sont des gens comme Pierre Palmade ou bon, moi, je n'en sais rien, tous les noms du showbiz actuel, ça pose le problème de la création d'un entre-soi convaincu d'être au-dessus de la plèbe. C'est ça qu'il faudrait réussir à casser et ça, ça vient du fait que notre époque et c'est vraiment là où je voulais en venir tout à l'heure, notre époque a tout détruit, a détruit toutes les verticalités et toutes les hiérarchies et toutes les transcendances. Elle a tué la famille, elle a tué l'armée, elle a tué la religion, elle a tué la foi, elle a même tué le respect que l'on exprimait jadis pour, l'empereur ou le roi ou le président ou le chef d'État. On a détruit tout ça. Donc les gens, la masse des gens se retrouvent dans une société qui a été complètement horizontalisée, pardon, mais il y a dans l'être humain une volonté tout le temps de se chercher des maîtres et des modèles. Et donc, comme on a détruit les maîtres et les modèles légitimes, ceux qui ont inspiré l'humanité pendant des siècles, eh bien, les générations d'aujourd'hui se cherchent d'autres maîtres. Et on leur a proposé le showbiz, des artistes, les chanteurs, les rappeurs. Voilà ce qu'on leur a proposé. Et donc, voilà ce que la société a décidé d'ériger au rang de demi-dieu. Pour moi, c'est un véritable problème. Il faudrait absolument démystifier ce milieu-là. L'affaire Palmade permet de la démystifier en partie, puisque ça nous permet de mettre un petit peu, enfin de jeter un regard derrière le voile et voir ce qui se passe derrière les regards souriants que ces gens nous font à la télévision du matin au soir, et montrer le sordide de ce milieu, parce qu'en fait, nous avons donné à ces gens, alors qu'ils n'avaient pas la structure morale et intellectuelle pour l'assumer, un pouvoir beaucoup trop grand. Et donc, ils en font nécessairement un mauvais usage. Je pense que quelqu'un qui est un lettré, un homme de l'intelligence, un chef d'État, un grand militaire, un grand politique, un grand logisticien de la chose politique, a beaucoup plus les épaules et beaucoup plus la structure intellectuelle et mentale pour supporter ce qui pourrait devenir la gloire. Mais Pierre Palmade ne l'a pas supporté du tout, et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines, des centaines, des milliers d'autres de gens à qui on a donné trop de pouvoir et trop d'influence d'un coup, et ils n'ont pas su quoi en faire parce qu'en réalité, ils ne le méritaient pas. L'organisation de la société, l'humanité, ce qui est au fond de l'humanité, ne nous autorise pas à être élevé au rang de demi-dieu lorsque l'on est simplement un modeste petit humoriste ou un petit agitateur public. Voilà la leçon qu'il faut tirer. C'est effectivement, il faut dans une société des verticalités. Il faut des transcendances et des hiérarchies. Mais il ne faut pas les avoir pour le principe de les avoir. Il faut les accorder à ceux qui méritent d'être élevés à ces rangs-là. Ça peut être un grand scientifique, un grand découvreur, un grand sportif aussi, pourquoi pas, si c'est un sportif qui fait du sport un petit peu à l'ancienne, qui est sain évidemment, parce que là aussi on pourrait parler dans le foot business, et cetera. Mais voilà, des gens qui sont des modèles qui nous élèvent. Même lorsque vous regardez un spectacle de Pierre Palmade, et même si vous trouvez ça drôle, ça ne vous aura jamais élevé à aucun moment donné, à aucun moment de votre vie en réalité. Moi, ce que j'appréciais par exemple avec le phénomène DJ Raoult il y a 2 ans,
c'est qu'il était, je crois, c'était un phénomène unique au monde, unique dans l'histoire par définition, puisque Internet est nouveau, mais c'était un phénomène unique au monde pour un scientifique, c'est-à-dire véritablement un scientifique, c'est-à-dire un type dans son laboratoire avec sa blouse blanche qui faisait subitement des millions de vues sur YouTube. Je crois que ça n'était jamais arrivé avant. Phénomène unique au monde, un scientifique devient populaire. C'était une chance inouïe. Évidemment, c'est un personnage qui prêtait à polémique, etc. Mais ça nous changeait du rappeur qui est très populaire et qui fait des millions de vues, ou de la chanteuse, de la bimbo, etc. Là, on avait quelqu'un qui appartient à une catégorie peut-être un petit peu plus, j'allais dire prestigieuse, même si c'est pas le terme que je voudrais utiliser, mais voilà, voilà, le mec, c'est un scientifique et il fait 10 millions de vues sur YouTube. Et ben, je trouve que c'était plus encourageant pour l'avenir et pour la société que lorsque c'est Aya Nakamura qui fait 10 millions de vues. Donc voilà ce que je voulais dire, mais je vais laisser la parole à Alexandre, notre camarade, parce qu'il doit avoir envie de parler. Et après, je dirai ce que je voulais dire déjà tout à l'heure et que je n'ai pas encore dit, parce qu'à chaque fois, je digresse allègrement sur comment un Pierre Palmade peut avoir été créé et comment ça peut avoir proliféré dans nos sociétés. Oui, pour rebondir, je pense que effectivement, d'arriver à ce degré de notoriété où tout le monde vous reconnaît dans la rue, tout le monde vous appelle parfois par votre prénom, se permet parfois de vous tutoyer, ça monte très, très, très vite à la tête. Certains le gèrent bien, quelqu'un comme, un grand artiste comme Louis de Funès, je pense, vivait très bien avec sa notoriété de manière très discrète, de manière modérée. Il savait d'ailleurs s'imposer de longues retraites, si on peut employer ce mot-là, de longues retraites dans son château, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, pour laisser retomber la pression médiatique, la pression du fric, parce qu'il n'y a pas uniquement la célébrité, il y a donc des énormément d'argent qui vient en plus. Non seulement tout le monde vous reconnaît, tout le monde vous aime, tout le monde vous embrasse, et en plus vous gagnez plein d'argent. Évidemment, ça peut faire donc je vous disais, des Louis de Funès, des gens qui restent sereins, ou des gens comme Bourvil, comme Fernandel, ou Gabin, qui restaient sereins avec leur immense notoriété. Et il y a des gens qui ne gèrent pas ça du tout. Et en plus, quand ils sont addicts depuis plusieurs années, voire même plusieurs décennies à des drogues dures, alors là, ça fait un cocktail explosif, comme on dit. Le mélange de, de, de célébrité, de fric, qui dit fric dit drogue facile à se procurer, facile à payer. Tout ça, quand on est en plus quand on a des mœurs un peu légères ou voire même immorales, ça fait des types qui vivent complètement ailleurs. Et oui, comme disait Jonathan, c'est des gens qui se croient au-dessus des lois, parce que de toute façon, ils connaîtront toujours soit le commissaire de ceci, soit le procureur de cela, soit le président de ceci. Ils auront toujours quelqu'un qui diront: «Oh, moi, je suis couvert, je suis», ils se pensent intouchables. Malheureusement, quand ils sont pris la main dans le pot de confiture, quand il y a un accident, qu'ils ne peuvent pas partir et qui se font serrer, là, malheureusement, plus personne ne peut rien pour eux. Mais il sera intéressant de voir les suites de ces affaires, puisqu'il y a plusieurs affaires Palmade. Attention à l'enfumage aussi. Est-ce que, parce que moi je suis toujours, on va me traiter de complotiste, mais est-ce qu'on ne fait pas exprès de nous bassiner depuis 15 jours avec cette affaire-là pour nous masquer des tas d'autres choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus graves qui se passent et dans notre pays et dans le monde? Attention, hein, parce que les grandes fumées, on a eu le Covid aussi dans le même genre, qui occupait bien les écrans et les radios pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Attention que les petites affaires Palmade se multiplient pas pour être l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Merci vous deux pour vos réponses. Et je vais vous poser une question parce que l'histoire de l'entre-soi qu'avait développé Jonathan Sturel m'a rappelé quelque chose. Alors j'espère que la réponse est non, pour être honnête, mais est-ce que vous connaissez Alexis Dureux? Ça ne me dit rien du tout. Ça dit rien, j'attends. Non. Non, le nom ne me dit rien. Ça me rassure. Alexis Dureux est un acteur porno gay qui affirme, il Je avait comprends, je ne affirmé connais en... pas. Oui. Bah oui, c'est pour ça que ça me rassure. Ça me rassure. Je connais Rocco Siffredi comme célébrité dans ce milieu-là, mais de nom, hein, simplement, je précise. Bon, ouais, si vous ne connaissez que le nom et pas autre chose, c'est très bien.
Concernant Alexis Dureux, parce que si je parle de lui, c'est que c'est dans le thème, c'est évidemment pertinent. Alexis Dureux avait affirmé en 2020, si je ne dis pas de bêtises, dans une vidéo YouTube qui a actuellement 225 000 vues, qu'il avait, genre j'emploie ces termes, qu'il avait sodomisé le président Emmanuel Macron. Voilà, c'est une vidéo de quelques minutes où il explique qu'il avait été invité, et que ça se fait beaucoup dans les milieux un peu politiques, il a été invité à rejoindre une soirée lorsque Emmanuel Macron était ministre, et qu'il avait fait un plan à plusieurs avec Emmanuel Macron et qu'il l'avait sodomisé. Je ne sais pas si c'est vrai ou de la spéculation pure et dure. Tout ce que je sais, c'est que la vidéo est toujours en ligne et qu'il n'y a pas eu d'attaque pour diffamation. C'est tout ce que je sais. Donc cette histoire d'entresol m'avait rappelé également cela. Bah, j'attends sur elle, je vois allumer votre micro, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être que vous aviez entendu parler de cette histoire. Ah, non, en fait, c'est que je l'avais pas éteint mon micro. J'avais effectivement entendu parler de cette histoire à l'époque, je l'avais oublié, vous venez de me la rappeler, mais je pense pas qu'il faille lui accorder, beaucoup trop de crédit pour une raison simple, c'est que, vous savez, lorsque quelqu'un, a une vie un peu dissolue, un homme marié, par exemple, qui veut avoir des maîtresses ou qui fréquente des clubs libertins et cetera, il est de coutume, en tout cas j'imagine, mais j'en suis certain, de faire attention de n'être pas reconnu là où on va. Pour ne pas être surpris par quelqu'un qui pourrait être notre voisin, notre collègue de travail et cetera. Parce qu'évidemment, lorsqu'on mène une vie dissolue, on n'a pas envie que ça se sache. Donc c'est une règle élémentaire en réalité d'organisation de chacun lorsque on se livre à des choses, qui sont un petit peu hors limite. Donc j'ai du mal à imaginer que Macron, que Macron quoi, qui est marié, qui a beaucoup de collègues, ait pu se rendre dans un endroit comme ça, à visage découvert, pour s'y faire, pour y faire ce qu'on dit ce qu'il a fait, sans se dire, «C'est bizarre, on pourrait me reconnaître et ça pourrait quand même me coûter cher» et cetera. Donc moi, j'imagine que lorsqu'on a une personnalité de cette envergure, même si j'imagine que ça date d'avant sa présidence évidemment, on prend des précautions pour ne pas être reconnu, surtout lorsque, à défaut d'être déjà connu, on aspire en tout cas à le devenir. J'imagine, c'est pourquoi j'ai du mal à accorder, beaucoup de crédit aux révélations un peu sensationnelles comme celle-ci. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Oui, je comprends tout à fait, hein, je parle au conditionnel, puisque bah, on n'en a pas de preuves évidemment. Il y a Mais ça tellement me de rappelle aussi vidéos, que il y a des millions de vidéos qui circulent sur internet, elles ne sont pas toutes, contrôlées, contrôlables ou encore contrôlées et peut-être qu'un personnage comme Emmanuel Macron, au niveau où il est, entendant parler de cela, répondra à son entourage, «Je ne vais pas m'abaisser au niveau de ce monsieur et lui faire la publicité qui pour parler de quelque chose qui» voilà, c'est peut-être possible qu'il n'y ait pas de réaction parce que, on est à un tel niveau qu'on n'a pas envie de réagir à ce niveau-là. Ça peut se comprendre comme ça et comprendre que la vidéo soit toujours en ligne. c'est tout à fait possible, effectivement, c'est possible. Ça me rappelle, vous savez, cette histoire de Bruno Attal qui dévoilait, il y a quelques mois, les succès de Raquel Garrido, la députée LFI, dans les soirées libertines. Ce genre de vidéo, on en voit passer à peu près tous les jours. Mais revenons sur le sujet Pierre Palmade tout de même, parce qu'il y a quand même cette histoire qui a fuité. Alors juste avant, je tenais à dire aussi, je sais pas si c'est très intéressant à commenter, mais vu que l'information est tombée, je tenais à le placer. Pierre Palmade s'amusait beaucoup à aller sur des sites de rencontres homosexuelles tels le Grindr, donc c'est un équivalent de Tinder de ce que j'ai compris, moi je connaissais pas avant mes recherches, pour proposer à peu près tout le monde 100 € par heure pour se faire, je vous fais pas un dessin. Donc c'est un comportement qui était très fréquent chez lui. Et comme comportement un peu moins visiblement fréquent, mais beaucoup plus scandaleux, il y aurait effectivement, Alexandre Simoneau, vous en aviez parlé tout à l'heure, cette vidéo pédopornographique que Pierre Palmade aurait regardée sur une vidéo, et la mise en garde à vue d'un de ses proches. Donc là, on s'intéresse à quand même un sujet beaucoup plus grave. Donc vous pensiez que c'était potentiellement, on emploie le conditionnel, une manigance pour le faire descendre. Non, Mais je trouvais oui, étrange que la personne qui dénonce Palma en appelant la police le fasse subitement parce qu'il y a cet accident de voiture et parce que Palmade est en tôle. Pourquoi cette personne-là, n'a pas dénoncé Pierre Palmade plutôt à la police? C'est ça que je trouve surprenant. Quand vous avez des preuves et quand vous savez que quelqu'un se vante de pouvoir consommer de jeunes petits gamins et de regarder des images, pédopornographiques, quand vous le savez, quand vous êtes au courant de ces comportements,
pourquoi vous ne le dénoncez pas tout de suite? Pourquoi vous attendez qu'il y ait un accident de bagnole, le le Palmade en question qui est mis hors d'état de nuire? Pourquoi vous attendez ce moment-là pour appeler la police? C'est ça que je trouve étrange. Pourquoi soudainement on passe de l'affaire de l'accident de la route, hop, arrive débouche 2 jours après sur l'affaire de pédopornographie. C'est cette soudaineté qui m'étonne. Après qu'il ait des comportements, et moi j'ai appris à cette occasion-là la pratique du chemsex que j'ignorais Ah, totalement. sous drogue. Voilà, je ne connaissais pas le terme. J'imagine que dans ce domaine-là, de toute façon, il y a jamais de dernière marche dans l'escalier de la cave, hein, ou de l'égout. Il y a toujours des pratiques qu'on n'imaginerait pas, mais je ne savais pas que Palmade pratiquait ce mélange de drogue, de prise de tout et n'importe quoi, parce qu'il prenait à la fois des drogues donc qui étaient illégales, en plus il prenait des drogues entre guillemets légales qui sont des traitements de substitution qu'on donne justement aux drogués pour peu à peu se faire se sevrer. Donc il mélangeait tout. Mais par contre, il buvait pas d'alcool apparemment. Ça, c'est la seule chose qu'on n'a pas retrouvée dans son. On aurait peut-être mieux fait de boire un coup, de rester chez lui. Ça lui aurait. Et ce qui est encore plus idiot, c'est que l'un de ses compères lui avait proposé de prendre le volant à sa place et qu'il a refusé. Ça, c'est vraiment le comble de la bêtise et de l'inconscience et de l'irresponsabilité. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je voulais revenir rapidement sur cette soudaineté. Alors honnêtement, cette soudaineté, elle me tente pas tant que ça. C'est peut-être parce que je suis habitué avec ce genre d'affaires sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a toujours des histoires de détournement de mineurs. Bon, bah, on pense forcément à Norman fait des vidéos, Dirty Biology, etc., qui peut-être vous parlent un peu moins, parce que vous n'êtes pas la même génération. Mais globalement, dès qu'il y a quelqu'un qui est accusé de quelque chose et que ça devient un peu public, les langues se délient, les bouches se parlent de plus en plus. Ça arrive régulièrement que c'est simplement pour couvrir une partie du paysage médiatique et se faire de la publicité, mais ça peut arriver également que ça encourage à prendre la parole. Ce qui fait que cette soudaineté, moi, elle m'étonne pas tant que ça, honnêtement, parce que c'est un schéma qui est assez fréquent sur les affaires que j'ai pu voir sur YouTube, en tout cas. Donc ça m'étonne un peu moins que vous, mais je peux comprendre que ça vous étonne. Je peux comprendre. Et d'ailleurs, je viens de voir que ce sera demain, donc vendredi 24 février, que le parquet décide, oui ou non, de garder Pierre Palmade en détention. Donc, à voir demain. Et d'ailleurs, j'hésitais à le dire aussi également, c'est que plus on attend, plus de jours s'écoulent, plus on apprend de nouvelles choses. Donc peut-être qu'on aurait dû faire l'émission la semaine prochaine, on aurait eu beaucoup plus de nouvelles à en tirer. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. D'ailleurs, sa statue de cire a été retirée du musée Grévin aujourd'hui même. C'est Oui, là, courant. est-ce que c'est pas l'excès inverse? Là, je me permets de me poser la question. Encore une fois, là, je suis très loin de défendre ce qu'il a fait et les conséquences qui sont celles que l'on connaît. Là, supprimer soudainement la statue du musée Grévin. S'il fallait enlever du musée Grévin toutes les personnes qui ne sont pas en état de grâce, le musée Grévin serait un peu un grand couloir de courant d'air. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y avait Kanye West qui avait eu également un matraquage médiatique après avoir parlé de la communauté que vous connaissez. Et Kanye West a été retiré du musée Grévin pour antisémitisme. Alors, moi, ça m'a fait rire quand même, parce qu'il y a quand même Adolf Hitler dans le musée Grévin. Donc, je sais pas, moi, le fait d'avoir retiré quelqu'un, un artiste, pour son antisémitisme, mais avoir à côté Adolf Hitler, j'ai trouvé ça Ils ont enlevé amusant. Palmade, ils ont laissé Hitler. Oui, effectivement, c'est bon, ça peut. Oui, bon, Bon, d'accord. moi, C'est ça m'a amusé quelque part. c'est- Enfin, amusé de c'est manière peut-être spécial, un le peu musée jaune, mais Grévin, oui. oui, bah, clairement, C'est bien la preuve qu'en réalité, Allô? on vous écoute, hein, monsieur Sturel, on vous écoute. Ah, non, je disais, c'est bien la preuve que la direction du musée Grévin est raciste, hein, parce que ils ont enlevé Kanye West, c'est parce qu'il est noir, hein, je vois pas d'autre raison, puisque s'ils laissent Hitler et qu'ils enlèvent Kanye West, c'est bien que parce qu'il est noir. Je fais Mais évidemment de l'ironie. Palmade est blanc, hein, Palmade est blanc, donc ça, ils Oh, l'ont bah, enlevé justement pour équilibrer. Bah, ça veut dire que le musée Grévin est homophobe. ouais, Non, de toute façon, ça Qu'il est tourne, hein, le effectivement. musée homosexuel. Grévin. C'est pas toujours les mêmes statues qui sont exposées. Enfin, je crois qu'il y en a qui sont là de manière permanente, et puis après, je dis pas qu'il y a une tourmente, attention le mot employé, mais je veux dire, voilà,
C'est pas toujours les mêmes qui sont Mais exposés. l'affaire du retrait de la statue, c'est vraiment ça, c'est de l'exhibitionnisme. Ce sont des petites initiatives personnelles de gens qui veulent se joindre au mouvement d'opprobre général. On l'a vu au moment de Black Lives Matter en été 2020. Des entreprises à qui on n'avait rien demandé ou des médias à qui on n'avait rien demandé, des individualités à qui on n'avait rien demandé, qui se sont mis soudainement à vouloir faire de l'exhibitionnisme pour montrer qu'elles soutenaient le mouvement et prendre des initiatives. C'est un peu ce que fait le musée Grévin. D'ailleurs, c'est pas, je ne sais pas si c'est exactement Grévin ou d'autres équivalents de ce genre de musée, qui de toute façon ne présentent absolument aucun intérêt. Donc, enfin, je ne sais même pas qui va là-dedans, mais ça, c'est secondaire. Non, par contre, ce qui n'est pas secondaire, c'est ce qui étonnait notre camarade Alexandre, c'est que tout sorte d'un coup. En fait, c'est le principe, ou plus exactement le phénomène de la boîte de Pandore. C'est dès l'instant qu'on ouvre la boîte de Pandore, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y avait beaucoup plus de choses que ce qu'on avait prévu. Ou c'est, si vous voulez, le principe du diagnostic surprise. On va chez le dentiste parce qu'on a un peu mal aux dents, et puis en fait, on apprend qu'on a une grave infection. On va chez le médecin parce qu'on avait un petit peu mal à la côte, et puis en fin de compte, c'est un cancer du poumon. Des fois, on y va pour quelque chose, et puis ce qu'on croyait être un petit quelque chose se révèle être le révélateur justement de quelque chose de beaucoup plus grave. Et moi, je trouve que c'est intéressant que tout ça, ça sorte, parce que ça nous permet d'avoir cette émission et de commenter ce qui se passe, mais de le commenter dans un but politique. Et là où je voulais en venir justement tout à l'heure, c'est que après avoir constaté l'atrocité d'un personnage comme Pierre Palmade, il faut se demander comment Pierre Palmade a été rendu possible. Et pour cela, il faut absolument comprendre que Pierre Palmade n'est pas un accident, c'est une conséquence. Dans le modèle de société que nous autres, les gens de droite ou les gens d'extrême droiture, les gens qui continuent de croire que tout ne se vaut pas et qu'il faut installer, je le disais, des transcendances, des hiérarchies, une véritable sanction pour les criminels, enfin, les gens qui proposent une société telle qu'elle a toujours existé, si nous étions aux commandes de la société, un Pierre Palmade ne pourrait pas exister sauf accidentellement. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre Palmade, ou quelque chose d'équivalent à Pierre Palmade dans le modèle de société que nous promouvons, pourrait exister, mais ce serait un accident et il existerait contre notre projet de société. Tandis que Pierre Palmade, dans la société actuelle, n'est pas un accident qui est arrivé contre la société, c'est une conséquence qui a été rendue possible par les choix de société, par les choix politiques, par les choix idéologiques qui sont faits depuis des dizaines d'années par les gens qui nous commandent. Mais dans notre société à nous, telle que nous la voyons, telle que nous l'envisageons, telle que nous voulons la bâtir, on ne se drogue pas au volant de son véhicule, on ne détruit pas des familles sur le bord de la route, on ne participe pas à des orgies sous stupéfiants, sous cocaïne, etc. On ne fait pas ces choses-là. Et si des gens le font, c'est parce qu'on leur a permis de le faire, parce que la société qui jusqu'à présent et depuis des siècles avait un certain nombre de cadres, un certain nombre de codes, et avait, pour reprendre en le détournant le titre d'un livre de Freud, des totems et des tabous. Une société doit avoir des totems, c'est-à-dire des choses devant lesquelles on s'incline respectueusement, et des tabous, c'est-à-dire des terrains sur lesquels on ne va pas, des choses que l'on condamne sans possibilité de discuter. C'est de l'interdit pur et simple. Une société doit en avoir. Le problème de la société d'aujourd'hui, c'est que ce qu'elle condamne n'est pas ce qu'il faudrait condamner et ce qu'elle permet ou ce qu'elle laisse croître n'est pas ce qu'il faudrait permettre et laisser croître. Notamment l'individualisme qui donne lieu à toutes sortes de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous reprochez à quelqu'un de prendre de la drogue, vous avez une chance sur deux, en fonction de l'interlocuteur qui est en face de vous faire répondre que vous êtes un réactionnaire, puisque dans le monde d'aujourd'hui, individualiste et libre, libéré, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, y compris se droguer. Ben, dans notre monde à nous, dans la société que nous voulons bâtir, non. La drogue, c'est tabou. Chacun n'est pas libre de prendre la drogue. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se détruire soi-même. Quelqu'un qui veut se détruire et qui veut se suicider, on ne pourra pas l'en empêcher. Dès qu'il aura un moment de solitude, il le fera. Mais prendre de la drogue, ça veut dire créer la possibilité que le type qui vient de prendre de la drogue va ensuite prendre le volant, va aller dans la rue, faire une crise de démence et s'en prendre à d'autres. Donc, nous estimons que si vous faites croire aux gens qu'ils ont les droits de tout sous prétexte que l'époque le permet, eh ben, ils vont se dire j'ai le droit de me droguer. Et puis, comme j'ai le droit de tout, ben, j'ai le droit de prendre ma voiture. Et comme j'ai décidément le droit de tout, ben, j'ai le droit de prendre ma voiture, même si je me suis drogué. Et c'est ce cheminement un peu psychologique, c'est même plus politique, c'est psychologique, qui finit par donner l'impression à des gens qu'on fait tout ce qu'on veut. Je vais vous prendre une citation d'un livre de 1860 d'un auteur qui s'appelle Jacob Burckhardt, mais je suis pas sûr de pouvoir complètement bien prononcer son nom.
Il parlait de l'état de l'Italie au moment de la Renaissance. Il disait enfin l'Italie, ce pays où l'individualisme arrive sous tous les rapports à son extrême limite, a produit quelques hommes d'une scélératesse absolue qui commettent des crimes pour le crime même, qui le regardent comme un moyen d'arriver, non plus à un but déterminé, mais à des fins qui échappent à toute règle psychologique. Voilà pourquoi la civilisation, c'est un cadre obligatoire. C'est parce que l'homme, dès l'instant qu'il est privé des cadres de la civilisation, ça devient cette espèce d'animal fauve qui vient d'être décrit par cette situation, par cette citation, par exemple. Il faut que dans la société, il y ait des totems et des tabous. Il faut de la droiture, il faut des règles, il faut des normes, il faut de la dignité, il faut de la morale. Et lorsque dans une société, nous avons tout ça, nous réduisons considérablement et drastiquement les chances qu'un individu comme Pierre Palmade ou ses semblables puisse non seulement éclore, mais en plus spéculer pendant des années et faire ce qu'ils font pendant des années. Donc, ça me permet de dire, pour conclure, que nous autres, les hommes de droite, pour les appeler comme ça, il y a quelque chose que nous ne sommes pas, c'est individualiste d'une part, mais c'est également relativiste. Non, nous ne pensons pas et nous devons empêcher que les gens pensent que tout se vaut, que tous les hommes se valent, que toutes les options politiques se valent, que toutes les sociétés se valent, que tous les choix se valent. C'est pas vrai. C'est faux. Il y a des modèles de société qui sont plus sains, plus sécuritaires, plus équilibrés, plus vivables que d'autres. Et le monde qu'ils nous ont créé n'est pas vivable. Et on le voit tous les jours. C'est pour ça que je disais que ce qu'on appelle aujourd'hui les faits divers, ce sont en réalité les chroniques du désastre. Et nous pouvons les commenter comme le fruit de la société qu'ils ont créée et comme les conséquences d'une société que nous voulons combattre. Non, tout ne se vaut pas. Et le monde qu'ils nous ont créé ne vaut pas celui que nous voulons créer. Il est impératif de le dire parce qu'il faut en finir, tordre le cou définitivement au relativisme ambiant, qui est encore l'un des grands mots de l'époque moderne, qui consiste à croire que tout se vaut, tout ne se vaut pas. Et une société qui prend la bonne direction, les dirigeants d'une société qui prennent les bonnes options de société, produisent moins de criminels, moins de délinquants, qu'une société qui fait l'inverse. Il faut absolument qu'un profil comme Pierre Palmade, même si on ne pourra jamais l'empêcher à 100%, soit un accident de parcours de cette société et non plus une conséquence de cette société. Pour le moment, un profil comme Pierre Palmade est une conséquence de la société qu'ils ont créée. À nous de rétablir une société saine pour que, idéalement, plus aucun Pierre Palmade ne puisse exister, ou si ça devait exister, ce ne soit que très isolément sous la forme d'un accident de parcours. Mais tout ne se vaut pas, et je l'affirme droit dans les yeux à celui qui me regarde, qui que ce soit, non, vous avez tort si vous pensez que la société d'aujourd'hui est mieux que la nôtre. Et nous avons raison, et vous avez tort. Merci beaucoup, Jonathan Sturel, pour ce magnifique discours qui est totalement dans notre ligne politique. J'aimerais revenir sur Pierre Palmade un petit peu avant de passer aux actualités. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, les vidéos ont beaucoup tourné, d'ailleurs je me suis amusé à en partager moi-même, des vidéos où il a l'air complètement fou, où il s'éclate de rire, où il glousse, où il dit, bah justement Jonathan Sturel, il me semble que vous en aviez parlé, où il disait « Ah c'est lundi, le travailleur va retourner au travail et en se tordant de rire. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Je crois que vous l'aviez commentée. Comment expliquer cette réaction? Ça rappelle un petit peu le gamin dans ce film qui est très drôle. Comment s'appelait-il? La vie est un long fleuve tranquille, qui est en train de sniffer de la peinture dans le garage de son père et qui dit c'est mardi, c'est ravioli. Je me suis demandé si Palmade s'est pas inspiré de ça pour. Mais il a l'air complètement défoncé quand on voit ses yeux et ses paupières il a l'air complètement. C'est ça, défoncé. Il n'y a pas d'autre mot. Totalement. Et il y en a plein des vidéos comme ça. Il n'y en a pas qu'une, hein, j'en ai vu. Oui. J'en ai vu peut-être une dizaine. Hein. Vous voulez Sturel, si vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ces vidéos qui traînent sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, on va nous poser la question. Oui, j'ai vu la vidéo en question, effectivement. Moi, j'imagine que c'est une vidéo relativement récente. On le voit au stigmate que Pierre Palmade porte sur le visage au moment de cette vidéo, où il n'est plus très frais. Et donc j'imagine que c'était ce qu'était devenu l'humoriste Palmade, c'est-à-dire déjà qu'il n'était pas drôle quand il avait la pleine possession de ses moyens mentaux et de santé. Alors là, en fin de parcours, il y avait absolument plus rien de drôle. Et non seulement c'est pas drôle, son sketch de c'est lundi, retour au boulot, etc. Mais moi, ça m'a révolté presque, parce que on sait quelle est la vie de ce type. C'est un oisif qui maintenant spécule sur sa notoriété passée,
qui peut se permettre de se coucher à point d'heure. Et lui, il n'appartient pas à la France qui se lève tôt, hein, pour citer un ancien président. Il n'appartient pas à ceux qui doivent se lever tous les matins pour mener un dur labeur, pour faire tourner leur foyer et nourrir leur famille. Donc, de voir ce type qui est un oisif, qui, au moment d'enregistrer la vidéo, vient peut-être de passer la nuit à se faire redresser la colonne en sniffant des rails de coke avec des migrants marocains en situation irrégulière, se moquer des gens qui vont devoir se lever tôt pour aller au travail, ça m'a pas fait rire. Je pense que vraiment, si j'avais été physiquement présent, je l'aurais mis une tarte à ce moment-là parce que ne pas me faire rire, c'est pas grave, mais alors insulter lorsqu'on est un oisif comme lui, des gens qui travaillent et qui travaillent dur dans un monde où travailler ne suffit plus pour survivre. Il faut maintenant travailler pour travailler double pour des salaires qui ne grossissent pas. Enfin, on connaît toute la misère sociale qui est créée par le monde aujourd'hui, les salaires qui n'augmentent que très peu et l'inflation, etc. De voir ce oisif cocaïné se moquer des gens qui doivent se lever le matin, ça m'avait vraiment pas fait rire car je ne sais pas si vous le savez, moi je suis très sensible à la cause des petites gens et là c'est clairement des petites gens dont il se moque. Même si je sais, même si je crois savoir ou je crois avoir conscience qu'au moment où il enregistre cette vidéo, il n'a pas tous ses moyens mentaux, il n'a pas tous ses moyens psychologiques et psychiques. Ça fait un moment, je pense qu'il est complètement rogné par la cocaïne qu'il doit prendre au vu du visage qu'il arbore de façon industrielle depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Donc, on va considérer que c'est pas si grave que ça parce qu'en fait, il n'avait pas toute sa tête, mais ça m'a pas fait rire du tout. Ni d'ailleurs aucune des autres petites capsules vidéo qu'on a vu circuler sur lui où il s'essayait, avec son téléphone à faire de l'humour, enfin vraiment Pierre Palmade, c'était vraiment nul, quoi. C'était nul. L'humoriste Pierre Palmade, bah, déjà ne m'a jamais fait rire, je ne le dis pas rétrospectivement, il ne m'a jamais fait rire et pour cause, au moment où on a commencé à parler de lui, enfin pour preuve, je veux dire, quand on a commencé à reparler de lui à l'occasion de l'accident, je suis retourné sur YouTube pour voir un peu ce qu'étaient les sketchs qu'il faisait au début de sa carrière quand il passait dans la classe de Fabrice ou qu'il était sur scène. Mais c'est affligeant de nullité. Enfin, il y a rien de drôle. Il y a absolument rien de drôle. Cet humoriste n'était pas drôle, en fait. Donc, non seulement il a passé sa carrière à n'être pas drôle, c'est-à-dire à réussir à se faire passer pour un humoriste, ce qu'il n'était pas réellement, pour finir comme il a fini, mais bon sang, quel parcours de vie, quel désastre pour lui et pour tout le monde en réalité. Merci beaucoup, Jonathan Sturel, pour ce commentaire à propos des vidéos que l'on peut pouvoir tourner sur Pierre Palmade. D'ailleurs, je sais pas, moi, l'humour en France, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a quasiment oublié. Alors, on a des humoristes très drôles, hein, on en a quelques-uns, voilà, on a personnellement, j'apprécie relativement bien Jérémy Ferrari, mais la plupart des humoristes mis en avant, c'est quoi? C'est du Kev Adams, c'est du Gad Elmaleh, c'est Pierre Palmade anciennement. Ça a toujours été des humoristes qui, personnellement, j'ai jamais trouvé très drôles. C'était soit très lisse, très banal, avec des blagues qu'on a toujours entendues. Ça, je pense à Gad Elmaleh. Bon, bah, des blagues qu'on a déjà entendues, pour le coup, c'est vraiment le cas, puisque lui, il les copiait. Mais c'était rarement très intéressant et pertinent. Concernant, pour finir avec l'affaire Pierre Palmade, bon, de toute façon, ce sera jamais fini puisqu'il y aura des nouvelles demain et on aura également, je pense, des nouvelles découvertes les futures semaines. Donc, je vous invite à suivre ça depuis chez vous. Mais c'est quelque chose qui m'avait interloqué, c'est que il y avait un des passagers de Pierre Palmade qui était avec lui à ce moment-là, au moment de l'accident, qui avait été condamné quelques jours avant 5 jours avant, il me semble, il avait été condamné pour trafic de drogue et il avait eu interdiction d'être en contact avec Pierre Palmade, alors ils étaient tous les deux passagers. Oui, mais là, Tout est illégal dans cette histoire. ils ont expliqué que ce jugement du 2 février ne s'appliquait qu'à partir du 12. Et comme ils ont eu leur accident le 10, ils avaient encore le droit de se voir. Voilà, ça c'est le Ah, point de détail, si vous me permettez l'expression. Mais ils avaient le droit, ils ne autant pour moi. seront pas poursuivis pour ça, parce que ça, ils avaient le droit d'être dans la même voiture. Autant pour moi. Bon, bah, j'imagine qu'ils auraient respecté l'interdiction 2 jours plus tard. On n'en Bon, bah, doute bon pas. timing sur ce coup. On n'en doute pas. J'aimerais qu'on traite d'actualité, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur Pierre Palma. De toute façon, on aura les questions des auditeurs juste après. En actualité, qui est quand même intéressante que j'ai pu noter, c'était hier, il y a eu une professeure, une enseignante qui s'est fait poignarder et qui s'est fait tuer par un élève en plein cours. Ce qui est quand même assez étonnant, ça n'arrive pas tous les jours, parce que là c'était en plein cours réellement devant tous les élèves, etc. Je sais pas si, je pense que vous avez vu passer la nouvelle quand même, parce que bon, on en a parlé, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Thomas Joly, on a parlé d'ailleurs, Thomas Joly, notre président du Parti de la France, a commenté l'actualité
en expliquant justement, je vais vous lire le tweet, ça va être beaucoup plus simple. Pour une fois que l'auteur d'une attaque mortelle au couteau est un Français de souche, journaliste, sociologue et diversité jubilent. Ils ont enfin leur contre-exemple tout frais qui, selon eux, exonère l'immigration de toutes les agressions de ce genre en France. Qu'est-ce que vous pensez du tweet de Thomas Joly, monsieur Sturel? Oui, effectivement, on connaît, la malignité de nos adversaires qui, chaque fois qu'un crime est commis, surtout s'il est sensationnel et sordide, croisent les doigts dans leur salle de rédaction ou dans leur permanence de député, par exemple, pour que le coupable soit un blanc. Et je me demande parfois si certains, n'attendent pas qu'un tel crime ait lieu et même l'espèrent et l'attendent, le plus ardemment possible pour pouvoir dire comme ce que dit Thomas Joly, «Vous voyez, c'est pas que ce que vous dites, c'est aussi, les blancs» et cetera. Bon, honnêtement, tout ça, c'est de la c'est du commentaire, malheureusement tristement représentatif de notre époque. Ce qui est plus intéressant à observer, sur ce qui est arrivé à ce professeur d'espagnol, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est les chroniques du désastre, en réalité. Parce que là encore, comme avec Palmade, dont on découvre subitement qu'il était entouré de gens qui connaissaient ses crimes et qui aujourd'hui les dénoncent, donc on aurait pu l'arrêter bien avant. Là, on apprend que le gosse en question, quand on interroge ses camarades: «Ouais, ouais, ouais, il était bizarre, il était dingue, il était psychopathe, il faisait peur à tout le monde» et cetera et je me dis: Attendez, on est dans un cas de figure où il y a un gamin de 16 ans qui se rend tous les jours dans un établissement scolaire, entouré de camarades de classe qui sont tous convaincus qu'il est complètement taré, dangereux et ils ont peur de lui. Mais le type mais le gosse peut quand même revenir le lendemain comme si de rien n'était, alors que manifestement, il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme autour de lui. Voilà une des démonstrations de ce que j'appelle les chroniques du désastre dans un pays où plus rien ne tient et où plus rien ne va. Un tel gamin aurait dû normalement bénéficier d'un suivi et être écarté. Parce que c'est trop tard, une fois qu'il a poignardé sa prof, de se dire: «Ah ouais, mais on savait qu'il était timbré». Mais si vous le saviez, qu'est-ce qu'il foutait là? «Ah ouais, mais on savait que Pierre Palmade, consommait du contenu pédopornographique, mais alors pourquoi vous ne l'avez pas dit avant?» Vous auriez pu sauver des gosses peut-être et là, vous auriez pu sauver la prof. Ce qui m'énerve dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui, on mobilise des énergies incroyables pour dénoncer des bêtises qui, la plupart du temps, n'en sont même pas. Le mouvement MeToo, où on apprend: «Oui, mais tel journaliste, il y a 32 ans, m'avait proposé de passer un week-end dans son chalet. J'ai refusé parce que j'ai senti qu'il y avait, une invitation sous-jacente. Je me sens aujourd'hui offensé lorsque j'y repense» et tout ce que le landerneau féministe progressiste compte déploie une énergie folle pour nous faire détester ce journaliste parce qu'il a fait une avance à une femme il y a 32 ans. Voilà, mais ce sont des véritables histoires que je vous raconte. Mais à côté de ça, on a ce Palmade, qui se vautre dans la luxure et dans la drogue, mais ça, personne ne juge utile de mobiliser la moindre énergie pour le dénoncer, pour l'empêcher. On a des gosses qui sont identifiés par les camarades, comme étant, à au moins, bizarres et inquiétants, mais il ne se passe rien. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de consommer, de brûler notre énergie à dénoncer des choses qui n'ont pas l'être, qui sont complètement stupides. J'ai vu passer un article, je crois, du Parisien de 20 minutes, je ne sais pas, à propos d'un type, d'un homme qui est maçon de profession dans le bâtiment, qui décide de transitionner, de devenir une femme et qui se plaint, qu'il ne trouve plus de travail depuis qu'il est devenu, une femme. Et il y a un journaliste qui se dit: «Super, c'est vraiment un sujet intéressant, je vais faire un article là-dessus» et vous avez des gens qui le lisent et qui vont se dire: «Oh là là, c'est quand même pas sympa ce qui lui arrive, franchement cette société, ça va pas et ça manque de tolérance» et cetera. Il y a des gens qui vont passer du temps, consommer de l'énergie mentale et morale à prendre le parti de ce mec qui se prend pour une femme et qui se plaint que depuis qu'il se prend pour une femme, il ne trouve plus de travail de maçon. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout. On ne doit pas consacrer une seule seconde d'attention à ce genre d'histoire de dingo. On doit concentrer notre attention sur des sujets vraiment sérieux. Il y a un élève qui est identifié par ses camarades comme étant à moitié dingo. Qu'est-ce que cet élève fait dans la classe? Pourquoi il n'y a pas un suivi? Pourquoi un professeur ou un pion ou dans les établissements scolaires de l'éducation nationale de la République, dès l'instant que vous allez tenir un propos hostile au vaccin, par exemple, ou à l'immigration, vous allez faire l'objet tout de suite d'un conseil de discipline, on va convoquer vos parents et vous risquez d'être banni de l'établissement. Dès l'instant que vous outragez le dieu woke, vous êtes susceptible d'être viré. Mais par contre, vous pouvez avoir un comportement qui vous a fait qualifier, identifier et repérer par vos camarades comme étant limite psychotique, mais vous êtes toujours là. Il y en a marre de cette société où rien ne va.
où on déploie des énergies contre des fantômes au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes. Ça m'insupporte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les sociétés ne se valent pas vraiment, leur société ne vaut vraiment pas la nôtre, hein, au risque de me répéter. Merci beaucoup pour votre réponse, Jonathan Stuel. Et justement, ça me fait penser à quelque chose. Alors, apparemment, il aurait entendu des voix, et donc ça s'apparenterait peut-être à une forme de schizophrénie. Bref, on savait qu'il était, pour reprendre le terme, timbré. Ça me rappelle que Éric Zemmour, vous allez me dire quel rapport, Éric Zemmour avait proposé justement d'avoir des instituts et des écoles spécialisées pour les élèves qui avaient des problèmes, chose à quoi on lui a dit que c'était un immonde, même Marine Le Pen s'y est mis d'ailleurs, hein. On lui a dit que c'était un ignoble monstre qui voulait distinguer les handicapés des non-handicapés. Bon, bah, ça aurait évité ce genre de problème, du coup, on est d'accord là-dessus, je pense. Et ça permettrait d'ailleurs de faire peut-être une émission sur l'éducation, ça pourrait être intéressant. Alexandre Simoneau, peut-être que vous vouliez rajouter quelque chose? Je vois que votre microphone est allumé. Oui, non, mais ce crime et cet assassinat épouvantable, s'inscrit dans un contexte d'escalade toujours plus vertigineuse de l'insécurité dans notre pays. C'est que je ferai un parallèle, c'est que plus il y a de films porno, plus il y a de viols, et plus il y a de films violents, plus il y a de violence dans la société, plus les gens deviennent violents. Je suis désolé, mais c'est comme ça, et les gamins deviennent cinglés parce qu'ils le voient en permanence, soit à la télé, soit sur internet, soit dans leurs jeux vidéo, des trucs, une violence complètement délirante, et ils finissent par s'exécuter et faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, penser n'importe quoi. De manière plus générale, je vais rebondir sur ce que disait excellemment bien notre ami Jonathan, quand il disait que toutes les sociétés ne se valent pas, et il a parfaitement raison de le dire. Mais le grand problème, au-delà de l'affaire Palma, au-delà du meurtre de cette de pauvre professeur d'espagnol, quel est le grand mal dont souffre la France et dont souffre le monde en général? C'est sa déchristianisation. On va me dire: «Ça y est, il sort son argument religieux». Ben non, je ne sors pas l'argument religieux. Je constate que plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus il se rapproche de la bête, et d'ailleurs il dépasse souvent la bête dans l'atrocité, dans la férocité, parce que les bêtes, elles sont ce qu'elles sont, mais elles respectent leur ordre naturel. Elles chassent pour manger, elles ne sont pas cruelles, elles ne sont pas, perverses, elles ne calculent pas, elles vivent selon, la façon dont elles sont formatées par leur créateur. Alors que l'homme, dès lors qu'il s'éloigne des 10 commandements, dès lors qu'il s'éloigne de ce que Dieu a fait de lui, c'est-à-dire le créer à son image, il devient pire qu'une bête. Et on arrive dans une société, en France tout particulièrement, où Dieu a été mis au placard et spécifiquement interdit de séjour dans notre pays. Ben, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, à tous les crimes, à tous les viols, à tous les meurtres, à tous les trafics de drogue en tout genre. Et plus la France continuera à s'éloigner de Dieu, plus elle continuera à lui tourner le dos. Ça, on peut être certain. Et alors, il n'y a pas besoin d'être prophète ou de savoir lire dans le mar de café ou dans une boule de cristal. Plus la France continuera à se déchristianiser, plus elle s'éloignera de son créateur et de Jésus-Christ son créateur, et plus elle ira mal, et plus la société sera pourrie. Ça, y a pas de, on fait pas de mettre sans casser les œufs, hein. Ça, c'est clair et net. La conséquence, la première cause, de la déliquescence morale générale de notre société et de notre pays, c'est l'éloignement de Dieu, c'est l'éloignement de la religion. Autrefois, même le tort, comme disait Roger Hollande, même le tordu, même le cinglé savait qu'il y avait un ordre moral à respecter. Il ne s'en éloignait pas parce que maintenant, comme tout est parti dans tous les sens, on fait tout et n'importe quoi, et on s'étonne que des vedettes du showbiz prennent de la coke avant de prendre la route. Voilà, on s'étonne de découvrir des contenus pédopornographiques chez des gens qu'on estimait au-delà de tout soupçon, et on s'étonnera demain de d'une cas d'une, d'une cascade d'autres atroces découvertes chez des gens que l'on croyait au-delà de tout soupçon. Ça me fait toujours penser à c'est un peu caricatural, mais à chaque fois qu'il se commet un meurtre ou un crime ou un viol dans un quartier, on va interroger les voisins, on va interroger le boucher ou le boulanger du coin, et à chaque fois, oh, des gens si gentils, oh, quelqu'un de si gentil, si discret, qui disait bonjour à tout le monde. À chaque fois, les gens tombent
de leur escabeau, de leur échelle. Non, non, là, il y a pas à être surpris. Plus la société sera sans Dieu, plus elle sera laïcisée, puisque c'est ça qu'ils voulaient, hein, laïciser la société, enchâsser Dieu, enchâsser le sacré. Plus ils voudront désacraliser l'homme qui est créé, qui est la seule créature créée à l'image de Dieu, et plus, bah, plus ça ira mal. Voilà ce que je voulais dire. Petit message chrétien en ce début de carême, n'est-ce pas? Parce que ça a commencé très récemment. Bon carême, évidemment, à tous les chrétiens, au nom du Parti de la France. Dernière actualité que j'aimerais traiter avec vous, parce que ça me paraît être une actualité assez grave, et pourtant on n'entend pas parler tant que cela. Il y a Google, donc Alphabet Incorporation, puisque c'est le nom de l'entreprise de Google, est en train de déployer des tests qui bloquent l'accès au contenu des actualités. Pour certains bords politiques, évidemment. Alors, ils vont appeler ça, ils vont dire, voilà, ça permet de lutter contre les fake news, ça permet, enfin, les fausses nouvelles, comme dirait Alexandre Simoneau, ça permet de faire en sorte d'avoir une actualité propre et juste. Bon, on connaît la finalité, je pense. Je pense que c'est clairement pour des raisons politiques et bloquer des accès politiques. Voilà, en France, l'avantage, entre guillemets, c'est que dans la rubrique actualité, on n'a que des journaux de gauche, puisqu'en France, il n'y a que la gauche qui existe, sur le grand public en tout cas. Donc bon, je ne sais pas si on va être tant concerné que cela, mais pour pas mal de pays, ça risque d'être problématique. Qu'est-ce que vous pensez, Jonathan Sturel, justement, de Google qui bloque l'accès à certains contenus d'actualité, soi-disant pour protéger la véracité des informations? Évidemment, ça entre dans le projet qui est le leur de domestiquer les populations à un moment où ils ont l'impression que les populations sont susceptibles de leur échapper. En tout cas, c'est comme ça qu'ils interprètent le résultat de certains scrutins dans certains pays. L'élection de Trump aux États-Unis, les princes de ce monde ont considéré qu'à ce moment-là de l'histoire américaine, le peuple leur avait échappé, puisque c'est pas le candidat qui aurait dû gagner. Il y a différents dirigeants politiques en Europe, qui ont été élus, et ça donne de l'urticaire aux maîtres de ce monde. Et ils se demandent si, à force de laisser encore un peu trop de liberté aux populations, les populations ne risquent pas, de se désigner des chefs qui n'avaient pas été choisis en amont par ceux qui veulent nous dominer. Donc évidemment que gérer l'information, mais c'est un grand classique des sociétés totalitaires, c'est gérer, filtrer ce à quoi nous avons accès, parce que ce à quoi nous avons accès va conditionner notre vision du monde. Donc si vous voulez modifier la vision du monde de quelqu'un, vous n'avez qu'à modifier ce qui va apparaître dans son champ visuel, dans son panorama intellectuel. C'est l'histoire de 1984 de George Orwell qu'il est de coutume de citer lorsque l'on prend l'exemple d'une société totalitaire qui cherche à domestiquer sa population. Vous avez le type là, le personnage Wilson, dont le métier est, de reprendre des articles et d'en modifier le contenu, d'en détourner la direction et de censurer des passages. Parce que le but, c'est lorsque l'on ne peut pas entrer directement dans le crâne de la personne que l'on veut dominer, eh bien, c'est d'entrer dans le journal qu'il va lire. C'est-à-dire d'entrer dans son crâne par journal interposé. Donc ils modifient notre perception en modifiant ce à quoi nous avons accès. C'est leur grand projet. Nous le savons, ce n'est pas du tout une surprise. Ces gens ont un agenda, ils ont une feuille de route, ils l'appliquent, ils la suivent scrupuleusement sous nos yeux. Nous le savons, nous le voyons, nous sommes impuissants. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour l'empêcher, si ce n'est le constater et alerter nos citoyens. Je vois qu'en l'état actuel, c'est tout ce qu'on peut dire. Je pense qu'il ferait mieux de ces gens-là feraient mieux de déployer leur énergie, puisqu'ils sont, à vouloir bloquer, certains accès internet, ils feraient mieux de employer leur énergie à bloquer l'accès aux films violents et pornographiques auxquels n'importe quel gamin, n'importe quel mineur, peut avoir accès à n'importe quel âge maintenant. Il ferait mieux de s'occuper de cela. La France devient-elle le tiers-monde? Oui, on va parler des sécheresses. Je crois que vous l'aviez prédit, Jonathan Sturel, concernant les restrictions possibles d'eau. Thomas Joly avait tweeté d'ailleurs ce matin, le sentez-vous venir? La nouvelle entourloupe écolo-dictatoriale, excusez-moi, amenée par une offensive médiatique particulièrement anxiogène sur une hypothétique sécheresse. Scénario probable, surtaxation de l'eau, restrictions draconiennes, culpabilisation des Français. Vous qui l'aviez prédit, justement, Jonathan Sturel, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous pouvez encore prédire ce qu'il va arriver ensuite? Non, j'ai rendu ma boule de cristal, là, je l'ai renvoyée à Amazon.
Donc je pourrais pas prédire ce qui va arriver par la suite, mais oui, effectivement, c'était quelque chose qu'on pouvait voir venir gros comme une maison, puisqu'en réalité, lorsqu'on arrive à lire entre les lignes de leur discours, on peut comprendre que ce qu'ils nous disent aujourd'hui aura des implications pour demain. Évidemment, les implications que ça aura, ils ne les dévoilent pas tout de suite, mais on peut nous les deviner, nous devons essayer de les deviner, essayer de comprendre. Et en réalité, ils sont tellement prévisibles qu'on peut lire dans leurs projets comme dans un livre ouvert. Et pour en revenir d'ailleurs, et c'est toujours dans le sujet, hein, je change pas de sujet sur Google qui veut filtrer et cetera. C'est ce que je disais aux gens qui sont des gens de droite ou des gens de nos milieux, mais qui, se prennent, pour des gens plus éclairés que nous et qui, se disaient: «Oui, bah, à la limite, si c'est pour lutter contre les mauvaises informations, tant mieux», et donc ils soutenaient les initiatives du gouvernement lorsque le gouvernement leur disait que ces initiatives visaient à, normaliser et purifier le champ médiatique et journalistique en l'expurgeant des fake news, des informations trompeuses et cetera, et vous avez des gens qui, comme les candoles qu'ils sont, disaient: «Oui, bah, c'est très bien, alors faisons ça». Et ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on laisse nos maîtres, mettre quelque chose, en œuvre, non seulement ils le mettent en œuvre, mais après ils continuent et étape par étape, et c'est de plus en plus restrictif. Là, c'est la même chose. On a laissé nos maîtres nous passer, la corde au cou, la laisse, le masque et cetera, pendant l'épisode de covid, et moi, c'est ce que je disais au moment du covid. Je disais que si les gens qui nous dirigent, les gens qui ont un plan pour ce monde, les gens qui ont une intention de nous domestiquer, si ils avaient besoin de savoir, de vérifier, d'avoir confirmation que les peuples est capable de se laisser domestiquer aussi facilement, avec l'épisode du Covid, eh ben, maintenant ils ont leur démonstration, et ils savent que oui, dès l'instant que vous faites un peu peur aux gens, dès l'instant que vous les menacez, d'un grand mal ou d'un grand trouble, vous leur faites faire n'importe quoi, y compris porter un masque en pleine rue, par exemple. On a vu des gens le faire. Eh bien moi, si j'étais, Schwab, si j'étais, l'un des agents, du système d'avocratique, je serais ravi de ce que j'aurais vu pendant 2 ans de covid. Parce que là, j'aurais la confirmation que les gens, on leur fait faire ce qu'on veut, et comme ils ont vu qu'ils pouvaient nous faire faire ce qu'ils voulaient, nous confiner, on se laisse confiner, nous masquer, on se laisse masquer, couvre-feu, on rentre chez nous bien sagement et cetera. Ils ont vu que ça fonctionnait. Bah, c'est quoi la prochaine étape? Si les gens ont accepté ça, ils accepteront la suite. Bah, la suite, c'est qu'on va rationner, l'électricité, et puis le gaz évidemment, et après l'étape suivante, c'est évidemment dans le processus de domestication qui passe par la déshumanisation, c'est de nous rationner l'eau. C'est-à-dire, d'abord, on commence par nous rationner ce qui est plus ou moins superficiel, ce dont on peut se passer éventuellement. Ils voient comment on réagit pas. Bah, la prochaine étape, c'est de nous rationner, ce qui est vital, et lorsqu'on aura accepté une situation dans laquelle nos maîtres rationnent l'eau courante, bah, ils auront la confirmation qu'ils feront de nous ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je me suis mis en tête de résister à la folie covidiste dès le début, parce que je savais qu'ils étaient aussi en train de nous tester, et que même si le but premier, c'était pas de nous tester, ils avaient en tout cas la démonstration qu'ils pouvaient obtenir de nous ce qu'ils voulaient, et il ne fallait surtout pas leur envoyer le signal que nous étions domptés et domestiqués. Il fallait se révolter, non seulement parce que c'était révoltant sur le moment, mais parce que le fait de ne pas nous révolter à ce moment-là allait avoir pour conséquence de mettre dans la tête de nos maîtres que nous sommes en toute situation domesticables, et ça leur donnera forcément envie de nous domestiquer encore à la suite. Il fallait briser nos chaînes hier pour en être défaits demain. Malheureusement, hier, nous n'avons pas défait nos chaînes, et donc ils ont prévu d'ores et déjà de nous en remettre pour demain, et ils se sont renforcés dans l'épisode Covid. Nous, par notre inaction, nous nous sommes affaiblis. Le rapport de force est complètement en notre défaveur pour le moment. Nos maîtres nous tiennent au bout de leur laisse, ils le savent, et ils ne vont certainement pas lâcher leur proie maintenant. Donc, merci à tous les candoles, merci à tous les idiots utiles qui ont validé la stratégie Covid et qui ont tout accepté alors qu'ils se prétendaient de droite, qu'ils se prétendaient anti-Macron, qu'ils se prétendaient patriotes et qu'ils se prétendaient souverainistes et anti-mondialistes, mais qui ont tout ratifié parce qu'ils avaient la trouille de choper la grippe. À cause de leur trouille d'hier, demain, on va passer un sale quart d'heure. Merci, Jonathan Sturel, pour votre réponse. Euh,
Ouais, peut-être de l'espoir, peut-être dans tout ça. Cependant, oui, vous avez tout à fait raison sur l'analyse de la situation. Nous avons montré qu'avec la crise Covid, où on nous demandait que des choses absurdes, que l'écrasante majorité des Français suivaient. Bon, alors, certains ont suivi aussi parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des amendes, mais bon, la plupart du temps, ils soutenaient les initiatives du gouvernement, on est d'accord, hein, c'était aucun problème là-dessus. Et quelque chose, La grande Alexandre. majorité. Oui, bien sûr. En fait, on a tendance, et je l'ai moi-même oublié, à croire que l'examen, le grand examen auquel nous avons été soumis, ne visait qu'à tester la population. En fait, ce que les puissants d'en face ont voulu tester, c'est pas seulement l'obéissance et la promptitude de la population à obéir à des règles absurdes. Ce qu'ils ont voulu tester aussi, c'est leur police. Est-ce qu'il était possible de faire à la police de chacune de ces nations des choses aussi absurdes que mettre des PV à des gens parce qu'ils marchaient à plus d'un kilomètre de chez eux pendant plus d'une heure? C'était les règles du Covid. Le but, c'était aussi sans doute de vérifier, en tout cas maintenant ils savent que les polices, occidentales notamment, obéiront à leurs ordres, y compris aux ordres les plus absurdes. Vous avez dit à un policier, si vous voyez un type qui va au supermarché s'acheter son litre de lait, mais qui n'a pas rempli son auto-attestation, l'auto-autorisant à sortir, vous lui mettez 135 € d'amende. Et des flics l'ont fait. On a dit aux flics, si ce type-là ne porte pas son masque, vous lui mettez un PV. Des flics l'ont fait. On a dit aux flics, si ce type marche à plus d'un kilomètre de chez lui, il faut lui mettre un PV et des flics l'ont fait. Donc, si les puissants avaient besoin de se rassurer sur la capacité de leur police à toujours soutenir leur saloperie, maintenant, ils ont la réponse à leurs questions. Et ça aussi, c'est très inquiétant. La soumission de la police à cette folie à laquelle nous avons assisté pendant 2 ans va nous coûter très cher aussi, parce que maintenant, les puissants savent qu'ils peuvent compter sur leur police et ils vont s'en servir pour la suite. Absolument. Et d'ailleurs, moi, je l'ai moi-même vécu. Hein. À 18h01, il y a les policiers qui attendent devant les arrêts de bus principaux pour contrôler si les personnes avaient bien leur dérogation de sortie. Enfin bref. Alexandre Simoneau, je pense que vous avez quelque chose à rajouter concernant tout ce que nous venons de dire. Oh, le comportement de la police ne me surprend pas et ils ont été capables de choses bien plus abjectes durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous savez, quand il s'agit d'obéir, quand ils sont la voix de leur maître, quand il s'agit d'obéir, bah, ils obéissent. Moi, je constate des comportements comme ça de policiers qui, je vois ça dans ma commune, moi, à Taverny, il y en a qui, le matin, guettent pour la petite, ça intéressera les pères et mères de famille, il y en a qui se postent le matin pas loin des écoles, qui attendent que les parents garent leur voiture autant qu'ils le peuvent pour vite déposer leurs gamins à l'école et qui profitent des quelques secondes pendant lesquelles les parents emmènent l'enfant à l'école et lui font la bise pour mettre un PV, un PV sur la voiture des parents. C'est pour vous dire dans quel degré on en arrive parfois. Donc ça ne m'étonne pas que des policiers étaient capables de mettre des amendes à 135 € à des personnes parce qu'elles n'avaient pas. Mais c'est vrai que le truc de s'auto-autoriser, là, on a quand même franchi un pas dans la connerie, pardonnez-moi l'expression, mais ça, ça prouve en tout cas, oui, l'état de servilité des gens et que si un jour on leur avait demandé contre le Covid de mettre un slip sur la tête, beaucoup l'auraient fait malheureusement. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que nous allons maintenant passer aux questions, c'est-à-dire à la partie 2. Je vous remercie, mes deux chers invités, pour la première partie où vous avez répondu aux miennes. Vous avez été excellents comme d'habitude. Je rappelle que vous pourrez toujours découvrir la délégation des siècles. Évidemment, il y aura le lien dans la description sur la vidéo YouTube, puisque nous en avons déjà parlé d'ailleurs lors de notre émission consacrée à la littérature nationaliste. Maintenant, chers auditeurs, je vous invite à poser des questions à mes deux invités concernant de préférence le sujet du jour, c'est-à-dire Pierre Palmade. Je vois qu'il y a par exemple Health qui lève la main, donc je vais lui octroyer la parole. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu pour vous exprimer. Ouais, je donne à la fois mon point de vue et c'est aussi une question. C'est surtout pour Jonathan Sturel. J'ai écouté un petit peu l'explication que tu donnais, Palmade, et concernant ton avis sur la société, mais je vais noter un truc. L'alcool et la drogue sont interdits au volant. Ils sont interdits partout, en fait. Il n'y a pas marqué, jamais vu un panneau marqué droguez-vous. C'est interdit par la loi.
Et à vous écouter, c'est oui, c'est la faute à la société, c'est pas de sa faute. Il le fait, c'est parce qu'il a le droit, c'est légal. Non, c'est parce que il le fait comme toutes les personnes qui ont toujours désobéi aux lois qu'ils imposaient aux autres. Il a du fric, il a des contacts. Donc ça n'a rien à voir avec spécifiquement la société pour moi. On peut fouiller dans le passé, trouver des cas similaires, hein. Peu importe l'endroit où tu te trouves, la société la plus laxiste, la moins. En Arabie, on coupe, enfin non, en Iran, on pend les voleurs, on leur coupe la main. Ouais, mais ça dépend aussi du portefeuille de papa. Voilà. Ça c'est une constatation partout. Qu'elle soit dure, qu'elle soit pas dure, c'est dès que tu as les bons contacts, tu as les moyens de t'adonner à tes vices. Donc ça va surtout dépendre des gens. Le limite, c'est l'éducation que tu donnes, je pense, plutôt. On limite, on peut pas éviter des Pierre Palmade, mais disons qu'on peut en limiter la quantité, je pense. De ce que j'ai compris, enfin, mes invités n'ont pas dit que Pierre Palmade n'était pas responsable de ses actes et que c'était la société qui l'a rendu comme ça. De ce que j'ai compris, on accusait la société de mettre en avant pour modèle des gens comme ça qui étaient responsables. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Après, je ne vais pas répondre à la place de Jonathan Sturel et d'Alexandre Simoneau, mais c'est une interprétation que j'avais. Mais ça me permet de poser une question, d'ailleurs, que j'aurais peut-être pu poser tout à l'heure. En plus de la réponse pour Health, Jonathan Sturel, qu'est-ce que vous répondez? Vous avez déjà répondu un peu tout à l'heure, mais de manière plus explicite. Qu'est-ce que vous répondez comme avec l'affaire Polanski? Ceux qui vous répondent, il faut distinguer l'homme de l'artiste. Euh, quand on a compris ce qu'était, quand on a fait la distinction entre l'art et le showbiz, je ne sais pas si on peut distinguer l'artiste authentique, véritable de son œuvre, puisqu'on sait que les artistes authentiques et véritables mettent dans leur œuvre précisément tout de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc c'est quand même difficile de séparer Balzac de son œuvre, puisque la plupart des personnages qu'on croise dans l'œuvre de Balzac sont des gens qui ont existé, dont Balzac s'est inspiré, des situations, des lieux, des événements. Tout ça est authentique. C'est romancé par Balzac, mais c'est authentique. Ça vaut pour Zola également. Donc, je ne sais pas si on peut véritablement, heu, mettons par exemple que jusqu'à présent, je trouvais Pierre Palmade drôle. Est-ce que moi, en conscience, je pourrais, après tout ce qui s'est passé, continuer à regarder ces spectacles comme si de rien n'était? Sans même essayer d'intellectualiser la question: «Est-ce que je dois séparer l'œuvre de l'artiste ou non?» et cetera. Juste, est-ce qu'en conscience, je pourrais continuer à regarder les spectacles de Pierre Palmade que j'appréciais avant? Bien moi, je ne le pourrais pas, parce que c'est ma conscience qui parle. J'aurais l'impression de faire, l'impasse sur le désastre provoqué par cet homme et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je veux que mon «écosystème» entre guillemets, ce qui m'entoure, ce que je consomme, ce que je consulte, ce que je compulse également, soit constamment de nature à m'élever intellectuellement, spirituellement et cetera. Si je sais que Pierre Palmade est ce qu'il est et que je regarde ces spectacles comme si de rien n'était, non seulement je n'aurais pas l'impression de m'élever spirituellement, moralement et éthiquement, mais j'aurais la certitude de m'abaisser en me rendant en quelque sorte complice. Mais ça, c'est ma conscience qui le dit et ce que j'aimerais, c'est que la conscience de chacun, se dise la même chose. Par exemple, il y a des choses qui pour moi créent un précédent et un antécédent, heu, qui créent un avant et un après. Par exemple, la salle du Bataclan qui a réouvert après le massacre du Bataclan, moi, je me vois pas comme client aller assister à un concert dans cette salle où il y a eu un tel massacre. La loi ne m'oblige pas à y aller, elle ne m'interdit pas d'y aller, mais moi, en conscience, c'est mon rapport au monde extérieur qui me le commande. Je ne pourrais pas aller festoyer comme si de rien n'était dans un endroit où un tel massacre a été commis. C'est ma conscience qui parle et je pense qu'une société saine, heu, pour laquelle les bonnes options morales, politiques et religieuses ont été prises, fabrique des citoyens qui ont une conscience plus éclairée, plus aiguë, plus sensible des limites entre le bien et le mal notamment. Et lorsque l'on a cette forme de conscience, on ne peut plus, en conscience précisément, consommer ou regarder le contenu de quelqu'un dont on sait qu'il est un sordide personnage. Voilà ce que je dis. Et ça me permet de répondre à Else et de reconfirmer que je n'ai pas dit que Pierre Palmade était innocent des crimes et enfin, qu'il n'était pas responsable de ce qu'il faisait. Je dis qu'il n'a pas fait ça pour rien et que de la même manière que si le poisson rouge tourne en rond, c'est parce que son bocal est rond.
De la même manière, si un homme se comporte comme ça, c'est parce que le moule dans lequel il évolue, et ce moule, c'est la société, agit sur lui comme un matelas à mémoire de forme, par exemple. On prend la forme de la société qui nous entoure, qu'on le veuille ou non, parce que nous sommes soumis à des influences, à des affluences, qui fait que nous devenons l'un des éléments de cette société, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Le matelas à mémoire de forme prend la forme du corps qui s'allonge dessus, qu'il le veuille ou non. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup, Jonathan Sturel, pour votre réponse. Et on comprend tout à fait votre morale et votre rapport au monde. Je vois que Marc Casanova souhaite prendre la parole pour poser une question. Marc Casanova, je vous octroie la parole. Oui, je vous suis d'appuyer sur le petit bouton bleu. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah, parfait, on vous entend. Ah, bonsoir Marc, est-ce que vous m'entendez? Ah, allô? Bon, bah, Marc Casanova, je vous redonne la parole plus tard, parce que visiblement vous avez des petits problèmes de micro. Je vous la rends dès que vous êtes de retour, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a Aldoro. Ah bah, il relève la main. Bon, je vous redonne votre chance. Après, ce sera Aldoro. Aldor, pardon. Est-ce que vous pouvez vous parler? Est-ce que vous pouvez vous... Hop, c'est bon. Là, vous avez le micro Oui, qui est allumé. Parfait. d'accord, merci beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus le micro. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Inger, pour la qualité de votre émission, que je suis régulièrement, et par la même la qualité de vos invités ce soir pour le sujet qui est traité, qui est un sujet grave et très préoccupant. Je voudrais revenir quelques instants sur l'allocution de Monsieur Sturel concernant la chronique de la catastrophe. À mon sens, il y a un maître mot qui pourrait résumer l'ensemble de tout ce qui a été dit ce soir, c'est la dépravation. Nous vivons dans une société de dépravation générale. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous la phrase d'introduction du film La haine de Mathieu Kassovitz qui disait la chose suivante, c'est l'histoire d'une société qui tombe, qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. L'important ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors évidemment, quand on voit l'affaire Palmade, qui est une chronique de notre époque, mais c'est un homme qui vit dans la dépravation, c'est ce que disait M. Sturel, c'est l'image que renvoie notre société. Et pour paraphraser en quelque sorte la dernière phrase de Jean-Marie Le Pen qu'il a prononcée devant les instances européennes, la postérité vous maudira. Effectivement, la postérité maudira cette époque, maudira ses protagonistes, maudira tous ces acteurs, ces mauvais acteurs, qu'ils soient politiques ou dans le show business, parce qu'ils renvoient d'eux-mêmes la dépravation générale de la société. Et je voudrais simplement terminer en basculant dans un autre sujet, qui est encore une fois l'image de la dépravation, ce sont les tatouages. Aujourd'hui, il n'est plus du tout insolite, il n'est plus du tout anormal de voir des mères de famille, des pères de famille porter des tatouages sur les épaules, sur les bras, sur les jambes, et c'est la normalité. Vous voyez, Monsieur Simoneau parlait de la disparition du christianisme, c'est exactement ça. Dès lors qu'une société ne croit plus en Dieu, elle se vautre dans le paganisme ou dans toutes les dépravations les plus visibles, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient même de se tatouer la peau, de façon extrêmement vulgaire, et ça touche toute la société. Alors c'est vrai que quand il n'y a plus de Dieu, quand il n'y a plus de foi, eh bien la boîte de Pandore est véritablement ouverte à toutes les déviances et à toutes les dépravations, encore une fois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marc Casanova et merci beaucoup aussi pour votre fidélité. Effectivement, je vous vois chaque semaine quasiment et pour vos compliments me concernant et concernant mon choix d'invité. Jonathan Sturel, je vous laisse répondre à Monsieur Casanova. Oui, bonsoir, monsieur Casanova. Effectivement, je me souviens de vous dans une précédente émission à laquelle j'avais participé. Je pense que vous aviez déjà pris la parole, je m'en souviens. Et je voulais vous dire dans un premier temps que vous avez vraiment un timbre de voix exceptionnel
et a une façon de parler qui fait que vous devriez vous prêter à un exercice qui est le commentaire en voix off dans les documentaires. Je pense que vous avez une voix qui se prêterait tout à fait à l'exercice. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, bah, tout ce qui a été dit, j'abonde, comme à chaque fois que j'entends Monsieur Casanova. Heu, Tout est bien et d'avoir rappelé cette phrase de Jean-Marie Le Pen qui est vraiment très belle et très tragique, ça a été une bonne chose et ça nous permet de rendre hommage à ce vieux maître. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'était amusant l'anecdote qu'avait rappelé Alexandre Simoneau concernant Pierre Palmade et Jean-Marie Le Pen. Eh bien, c'est assez ridicule comme comportement de la part de Pierre Palmade. Mais c'était intéressant de le rappeler. Je l'ai raconté à l'intéressé il y a quelques jours et il m'a juste répondu « ça ne m'étonne pas ». Ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas? Vous l'imitez mieux que moi, Alexandre Simoneau. Oui, oh, j'essaye, mais peut-être que je le vois plus souvent, alors ça prenne. Mais il faut pas que je fasse ça parce qu'après je garde la voix toute la soirée. Terrible. Quand je commence à prendre une voix. Je vois d'ailleurs que Marc Casanova, n'est-ce pas, souhaite prendre la parole. Je vais donc lui laisser, n'est-ce pas? Je suis d'appuyer sur le petit bouton bleu. Oui, merci. Simplement, merci Monsieur Sturel pour vos compliments. J'envisage justement de prendre contact avec Alexandre Inger. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, merci de vos compliments. Mais je voulais juste rajouter deux choses par rapport à la dépravation générale. Je voulais attirer aussi l'attention sur le fait de l'émission qui s'appelait Arrêt sur image d'un ancien journaliste de télévision qui avait invité un individu qui lui avait dit « Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ?» On était déjà tombé de plusieurs marches. Et c'est incroyable. oui, c'était un peu le summum de la dépravation, puisque... Ah oui, c'est extraordinaire, ça. Alors, et il y avait aussi eu, rappelez-vous, oui, ça pouvait être un sketch, ça aurait pu être un sketch. D'ailleurs, cet homme a été connu mondialement en 1 minute pour avoir tenu de tels propos. Et rappelez-vous encore l'Eurovision en 2014 avec Conchita Wurst. Lorsque la société est capable, comme disait M. Sturel, de fabriquer ces monstres, cette monstruosité générale qui est propulsée dans les médias de façon à ce que ça devienne la norme, mais malheureusement, des cas comme Pierre Palmade, il y en a des tas et des tas. Ils ne sont pas connus, mais toutes ces affaires de fesses, disons-le, que ce soit dans la politique, on ne sait pas ce que va donner l'affaire de Nicolas Hulot. Mais quelqu'un comme Nicolas Hulot était en dessous de tout soupçon. Sans du tout préjuger de ce qu'il adviendra, on a l'impression qu'il n'y a pas une seule personnalité qui n'est pas entachée ou impactée par une affaire sordide, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, pour lui faire du tort. En attendant, on baigne dans une dépravation générale et ça va jusqu'à envoyer des drag queens faire conter des histoires aux enfants dans les maternelles et à les maquiller. Franchement, il y a 40 ans, lorsque Jean-Marie Le Pen était à la tête du Front National et qu'il y avait toute une équipe autour de lui, jamais on n'aurait pu envisager une chose comme ça. Personnellement, j'ai connu Roger Hollande, j'ai connu Bruno Gollnisch, j'ai connu Bruno Maigret, j'ai connu Karl Lang, j'ai connu quelques personnes du Front National puisque j'en étais membre également. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'aurait jamais imaginé une telle chute, comme ce que j'indiquais dans le film La haine, en reprenant la bande-annonce, enfin l'intitulé de la bande-annonce. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Marc Casanova, n'est-ce pas? Effectivement, on doit un bon timbre de voix. Je vais peut-être me faire remplacer sous le forme du Parti de la France, je ne sais pas. Non, je vais essayer de rester un petit peu quand même. J'ai envie de continuer à faire des émissions et à vous proposer chaque semaine. Sans interruption, n'est-il pas? D'ailleurs, je crois qu'on a la 42e émission, mine de rien, ça fait vite. 42 émissions, ça fait 42 semaines, hein, on est presque à un an. Un an, ce sera fin mars, il me semble, à peu près. Et le président Jean-Marie Le Pen approche du 700e journal de bord. Donc, j'ai encore du chemin. on est jeune. J'ai encore du chemin. Mais si j'arrive à avoir sa longévité, ce qui serait incroyable, là, on sera à 2000 épisodes. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ah bah merci beaucoup. Je vois que Health souhaitait de nouveau reprendre la parole. Je ne sais plus si je lui avais donné déjà. Health, vous pouvez reprendre la parole en appuyant sur le petit bouton bleu.
Oui, tu m'avais donné la parole, la première question qui avait été donnée. Là, c'est juste pour répondre. Je donne mon avis, c'est aussi une question pour approfondir ça, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez un exemple, la violence par rapport aux films ou jeux vidéo ou autres, on aurait soi-disant une société qui se barbarise. Moi, je suis pas totalement d'accord, et je pense que ça n'a rien à voir, ni les tatouages, ni les jeux, ni rien. On a quand même à l'époque romaine, pré-chrétienne et par la suite, des trucs comme l'aigle de sang ou la crucifixion, hein, comme vous êtes catholique, ça vous pouvez pas passer à côté, qui était vu comme une normalité, hein. C'était un spectacle classique de passer le long d'une route et puis de regarder des milliers de gens empalés comme ça. Donc, chose qui a pu vraiment lieu aujourd'hui. Moi, je pense en fait c'est un phénomène inverse, hein. Ça se barbarise pour certains, pas pour tous, mais on prend l'élément du mauvais côté. Pour moi, l'humain est violent de base. Aujourd'hui, au contraire, il devient de moins en moins violent pour une grande partie des nôtres, surtout parce qu'il y a une propagande contre ça, et ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, ça, c'est votre point de vue, c'est-à-dire le, comment vous voyez ça par rapport à avant, par rapport à aujourd'hui. Si on vire tout le point de vue religieux, c'est-à-dire vraiment juste historique, donc, quand on regarde ce que nos ancêtres ont pu faire pour survivre et comment que nous, on est apathique aujourd'hui, hein, parce qu'on sait ce qui se passe, quoi. Bah, je pense que le résumé est défini. Bah, moi, si je peux répondre à ça quand même, malgré tout. Je répondrais qu'on est dans une époque assez inédite, une époque où on a énormément de messages par jour. Je sais plus le nombre de publicités qu'on a dans la journée, mais ça dépasse de très très loin la dizaine, voire peut-être même la centaine. Il y a énormément d'images, et s'il y a énormément d'images, il y a énormément d'entreprises qui investissent des millions et des millions dans du marketing, c'est parce que ça marche. C'est parce que ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que ça permet d'influencer les masses, influencer les consommateurs. Si par exemple Daesh s'amuse à faire des vidéos de propagande qui s'adressent aux musulmans qui sont en Europe pour qu'ils aillent faire le djihad et des attentats, s'ils le font, c'est parce que ça marche. S'ils le font, c'est parce qu'ils arrivent à trouver un public. Alors je suis pas du tout sur l'offre du roi de la demande, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je dis simplement que la propagande peut marcher, et vu qu'on est dans une société qui n'est pas autant éduquée qu'avant, parce que bah, par exemple pour parler de l'Antiquité, moi je pense à l'éducation spartiate qui était très cadrée et très difficile aussi. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait l'éducation nécessaire pour avoir l'esprit critique et le recul suffisant pour faire face à des images que l'on peut avoir dans la tête et des influences politiques. Donc, quand mes invités disent qu'on est dans une société, enfin, c'est Alexandre Simoneau, je crois, qui le disait, on est dans une société qui se barbarise et qui, par conséquent, peut entraîner des comportements qu'il n'y aurait pas eu sans cela. Moi, je pense que c'est un tout, c'est multifactoriel, si vous voulez. C'est pas uniquement, évidemment, à cause de cela, nous sommes d'accord. D'ailleurs, en l'occurrence, l'élève qui avait poignardé sa professeure avait visiblement des troubles mentaux. On ne peut pas cependant négliger l'impact que peut avoir le sponsoring aux États-Unis ou la publicité en France. Donc, juste un petit commentaire, je ne sais pas si mes invités veulent rajouter quelque chose. Sinon, je peux donner la parole directement à Dimei SPQR. Justement, on parlait de l'Antiquité il y a 2 secondes, ça tombe plutôt bien. Bonsoir Dimei, comment allez-vous? Je vous laisse poser votre question en appuyant sur le petit bouton bleu. Bonsoir à tous. Alors, j'aurais une question qui ne serait pas directement liée à Pierre Palmade, mais de manière générale. En fait, j'ai plutôt l'impression que comme la justice n'effraie plus personne, les gens peuvent se dire, OK, je peux prendre de la coke, prendre la voiture, je peux aller vendre de la drogue, je peux aller agresser des gens, etc. J'aurais une question, alors peut-être un peu trash. Faudrait-il pas remplacer les prisons par des camps de travail, ce qui, dissuaderait ce genre d'attitude, enfin, ce qui dissuaderait les criminels, et aussi de deux, ça les rendrait aussi un peu plus utiles pour la société qui tapait des impôts pour les entretenir. Merci. Je laisse la parole à mes invités. Est-ce qu'il faudrait réinstaurer les camps de travail? Je t'instruirai, je vous laisse répondre. Oui, alors, oui, c'est une bonne remarque. Ce que je voudrais, préciser, à cette remarque, c'est, si des gens comme Palmade, se mettent à consommer de la drogue et cetera, c'est pas simplement parce qu'ils n'ont plus peur de la justice. Même si évidemment ils n'ont plus peur de la justice, mais, c'est pas seulement pour ça, c'est qu'ils n'ont plus le sentiment de faire quelque chose de mal, puisque la frontière entre le bien et le mal et le cadre civilisationnel et religieux qui, définissait cette frontière entre le bien et le mal, entre ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable, c'est-à-dire en fait la verticalité, à la place de ce qui est devenu aujourd'hui l'horizontalité. C'est que les gens,
font quelque chose, ils ne se disent plus, en faisant ce quelque chose: «Est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose de mal?» Et comme ils ne se posent plus cette question, ben ils n'ont jamais de cas de conscience, ils n'ont jamais de remords et cetera, puisqu'on leur a dit que de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Donc ils font ce qu'ils veulent. Dans une société où le cadre continue de permettre aux éléments de cette société de savoir qu'il y a une frontière entre le bien et le mal, de savoir que tout ne se vaut pas, j'en reviens encore à ça, qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui sont inacceptables, qu'il y a, je reprends ce titre, des totems et des tabous, vous empêchez un certain nombre de passages à l'acte parce que le type, au moment de passer à l'acte ou avant de passer à l'acte, se pose l'ultime question: «Est-ce que ce que je vais faire est bien ou mal?» Aujourd'hui, la seule question que les gens se posent dans une société qui n'a plus ni Dieu, ni religion, ni morale, c'est: «Est-ce que je vais me faire attraper par la police?» Et à cette question, c'est facile de répondre non si on a fait le nécessaire pour pas être attrapé par la police. On se cache, et puis c'est tout, quoi. Si les gens recommençaient à se poser la question avant le passage à l'acte: «Est-ce que ce que je vais faire est mal ou est-ce que ce que je vais faire est bien?» Il y aurait moins de passage à l'acte à mon avis. Mais le problème, c'est que si les gens ne se posent plus cette question, ils se disent: «Est-ce que je vais me faire attraper par la police?» Et quand bien même je vais me faire attraper par la police, de toute façon la justice est laxiste, donc même si je me fais attraper par la police, qu'est-ce que je risque finalement? L'avantage d'une société qui n'a pas renié Dieu, c'est que les gens, au moment de passer à l'acte, se Merci disent beaucoup. Pardon. c'est que les gens ne se disent pas seulement qu'ils auront la marée chaussée sur le dos, mais qu'ils auront à rendre des comptes non seulement à un juge qui va être sévère, mais en plus à Dieu. Et lorsque vous êtes convaincu de pouvoir échapper à la vigilance du gendarme, si vous savez que Dieu existe, vous savez que vous n'échapperez pas à sa vigilance à lui et donc ça vous permet d'y réfléchir à 2 fois avant de faire une bêtise. C'est pour ça qu'il faut réinstaurer les transcendances et les hiérarchies dont je parlais tout à l'heure et ça rejoint ce que disait notre camarade Alexandre tout à l'heure. Oui, il faut rechristianiser. Merci beaucoup, Joseph Suel. Excusez-moi, je vous ai interrompu sans faire exprès parce que j'ai eu une micro coupure de 2-3 secondes et j'avais plus le son et du coup j'ai cru que vous aviez terminé et j'allais renchérir, mais finalement, bah non, c'était un problème de connexion. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Bah écoutez, chers amis, ça fait déjà quand même, il est déjà 22h50. Je ne pensais pas que l'émission aurait été aussi longue, mais finalement, oui, il y en avait des choses à dire sur Pierre Palmade et encore, nous n'avons pas encore tout découvert. Chers amis, chers invités, je vous remercie pour votre pertinence, comme toujours, des habitués de l'émission, et je vous réinviterai de nouveau quand les sujets s'y apprêteront. Je vous remercie, Jonathan Sturette. Je rappelle qu'on peut retrouver vos livres édités sur la délégation des siècles. Il y aura le lien dans la description de la chaîne YouTube, évidemment. Et Alexandre Simoneau, bah, merci pour votre travail à Taverny en tant que conseiller municipal, ainsi que membre du bureau du Parti de la France. Merci beaucoup. Merci Alexandre et si, on peut se permettre de terminer sur une bonne note et sur une bonne nouvelle, je peux me permettre? Ah mais allez-y, avec grand Bien plaisir. sûr. Bah, j'en ai 2 en fait, ça concerne Bernard-Henri Lévy à chaque fois. Il a sorti un film de propagande qui s'appelle Slava Ukraini, qui est un flop monumental apparemment. La première projection a réuni 8 personnes, je crois. Donc c'est un flop Ah, monumental alors que le film, bénéficie de toute la couverture médiatique, qui normalement devrait lui permettre de faire, un succès et l'autre bonne nouvelle qui concerne BHL, mais là je le dis plus sur le ton du sarcasme et un peu moqueur, c'est que dans une interview, enfin bon, c'est un anglicisme, dans un entretien qu'il a accordé à je ne sais plus quel site récemment, il, disait qu'il avait conscience qu'il avançait en âge et que la fin était peut-être proche, pour lui. Alors je ne sais pas si ce serait très chrétien de lui souhaiter d'avoir raison, mais en prions le tout cas, Seigneur. i une chose dont je suis sûr, c'est qu'une France dans laquelle, le venin de Bernard-Henri Lévy ne pourrait plus être, diffusé comme il l'est actuellement, ne pourrait pas, s'en porter plus mal. Oui, j'avais vu passer effectivement la nouvelle sur Bernard-Henri Lévy. Et troisième bonne nouvelle, soyez à l'affût sur notre chaîne YouTube dimanche qui va arriver, donc dimanche 25. Oui, c'est ça, dimanche 25. Parce qu'il va y avoir du lourd. Et ensuite, je vous invite à retenir la date du 25 mars, le mois prochain, parce qu'il y aura le congrès du Parti de la France qui a lieu tous les 3 ans. Donc, j'espère vous voir nombreux. On pourra bien discuter ensemble, on pourra boire un petit peu, manger, ainsi qu'évidemment assister à des interventions publiques. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne fin de semaine à tous. Je rappelle que l'émission est directement en rediffusion disponible
sur Telegram est directement disponible en rediffusion dès demain sur notre chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de partager. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée.